bonsoir tout le monde. Merci d'avoir patienté quelques minutes de plus. Je suis Idriss Ndiaye, c'est Karim Ndiaye. On a un lien de parenté assez étroit. Je suis content de vous accueillir avec Élise Lelarge et Elisabeth Prévost-Tivec à cette conférence. On a aussi un lien de parenté d'ailleurs, assez étroit tous les trois. À cette conférence sur les neurosciences et en particulier sur les biais cognitifs. L'idée, c'est, vous l'avez compris, bonjour à ceux que je n'avais pas vus et que je vois maintenant, qui sont en retard manifestement. L'idée, c'est qu'on a des façons de penser et des schémas de pensée dont on est à peu près persuadé qu'ils sont objectifs et qu'on est à peu près sûr d'avoir raison. Or, on a tort, et parfois sans s'en rendre compte. Donc, parfois, on a tort de croire qu'on a raison. Et je suis incapable de citer exactement Raymond Devos qui disait une très belle phrase à ce sujet. Je vous invite à regarder ça plus tard. On a à peu près pour 40-50 minutes de présentation. Il y aura un temps d'échange, bien sûr. Et amusez-vous, apprenez, régalez-vous. Voilà. Bonsoir à tous, merci de l'introduction. Je vais essayer d'être à la hauteur du défi de vous régaler. L'idée, c'est effectivement de parler des biais, de ce qu'on appelle les biais cognitifs. Alors, je me présente rapidement parce que je viens du monde de la recherche, je ne suis pas médecin, je viens du monde de la recherche sur le cerveau. Je m'occupe d'une plateforme de recherche à l'Institut du cerveau à Paris, qui est un grand laboratoire de neurosciences qui fait des neurosciences depuis les neurosciences des neurones de la mouche drosophile jusqu'aux problèmes d'héritage de maladies psychiatriques, par exemple d'héritabilité de maladies psychiatriques. Donc on a vraiment un grand panel, et moi ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle la cognition, c'est-à-dire en fait comment on pense, quels sont les mécanismes de la pensée, et comment on les aborde d'un point de vue expérimental, donc en mettant en œuvre des expériences qui vont être en laboratoire, ou parfois en étudiant des scénarios dans la vie réelle, chez des personnes qui s'y prêtent volontairement, avec des choses qui peuvent être des outils qui peuvent être des questionnaires, mais aussi, et j'en parlerai un tout petit peu, de l'imagerie cérébrale, des outils de la psychologie expérimentale, etc. Mon propos aujourd'hui, c'est vraiment de revenir un peu sur des bases qui sont peut-être très élémentaires pour certains d'entre vous, qui sont peut-être vues sous un angle qui n'est pas nécessairement celui sur lequel on les aborde en général lorsqu'on vient par exemple de cursus médical, et de m'en servir comme point d'appui pour aller creuser la question des biais cognitifs, dont je vais expliquer un tout petit peu ce qu'ils sont, et déployer ce questionnement sur une question plus spécifique qui est les biais de genre, c'est-à-dire les stéréotypes qu'on entretient, parfois malgré nous, à notre corps défendant, sur les différences hommes-femmes, et pas que hommes-femmes d'ailleurs, et je ferai une mention de cela. J'essaierai de conclure par des pistes pour essayer de donner un peu un espoir, donc de vous régaler peut-être avec un gâteau, je ne sais pas, mais en tout cas un dessert qui va être plutôt une invitation à l'action et une invitation à la réflexion. Et je pense que ça ouvrira sur la discussion. Et évidemment, moi je suis preneur de questions, y compris pendant mon exposé. S'il y a des choses qui ne vous paraissent pas claires, s'il y a des éléments que vous voulez vraiment préciser, n'hésitez pas à poser une question. Si c'est plutôt de l'ordre de la discussion, de l'échange, de l'interrogation, du débat, je préfère les réserver pour la fin parce que ce sera plus facile de garder le fil de l'exposé, mais voilà, c'est vraiment un cadre général et après chacun l'adapte à sa manière. Donc les biais cognitifs, les biais c'est une notion qui est très vaste et le titre de mon exposé c'est tous et toutes biaisés. Et en fait, je vais vous montrer ce que c'est qu'un biais, et en fait vous en avez un sous les yeux, il y en a deux en fait. Il y en a, j'en ai entendu, il y a eu des bruissements dans le public, et j'ai compris qu'il y en a eu qui l'avaient détecté. Vous lisez la phrase, vous ne vous rendez peut-être pas compte qu'il manque une lettre. Je ne joue pas à Georges Perec, celui qui a écrit La disparition, où il fait disparaître le E de tout son livre, mais dans ce titre, il manque le E. Il manque le E de tous et toutes biaisés. Ce E qui manque, ça représente à la fois le biais que vous avez tous de lecture, qui quand on lit une phrase, on complète avec de l'information. Cette écriture inclusive n'est pas forcément facile à lire très naturellement, donc notre cerveau qu'on a tous va déployer ces outils pour donner du sens à cette suite de lettres avec ce symbole au milieu. Mais c'est aussi une façon d'illustrer le fait qu'on a une invisibilisation, une minoration, une domination sociale dans ce qui s'exprime à travers les biais de genre et les biais de discrimination liés au genre, mais pas que. Et donc c'est ce que je vais un peu exposer. Alors, je ne prétends pas faire du grand cinéma, et donc je vais divulgacher tout de suite mon propos, comme ça ce sera clair, et ça me servira de plan. D'abord, je vais commencer par vous raconter un peu comment notre cerveau, le cerveau humain,
est certainement une machine formidable. On a besoin de plusieurs exposés pour montrer en quoi il l'est, mais on peut aussi faire plusieurs exposés pour montrer en quoi il ne l'est pas, et quelles sont ses failles, ses limites. Limites que, comme Idrissa vous l'a dit, en fait, on perçoit parfois par la connaissance, mais qu'on a du mal auquel on a du mal à accéder par l'expérience en réalité. J'essaierai de vous montrer néanmoins que par des petites astuces, des petits exercices, on rigolera un petit peu, disons, c'est pour piquer un peu votre curiosité, vous proposer un peu de sentir un peu ces limites qu'on a du mal sinon à estimer. Et en quoi ces limites sont des sources de biais dans la réflexion, dans la mémoire, dans la prise de décision, dans la perception, biais qui vont s'appliquer particulièrement dans le domaine de ce qu'on appelle les cognitions sociales ou les relations sociales, mais je parle de cognition sociale parce que je l'aborde vraiment comme un psychologue qui s'intéresse à comment marche le cerveau dans le traitement de l'information sociale. Comment j'extrais une information d'une scène visuelle, j'ai des personnes face à moi qui me regardent, je peux saisir par leur degré de froncement de sourcils, est-ce qu'ils sont attentifs, intéressés, au contraire un peu distraits, inattentifs, etc. Et on verra comment ces biais vont alimenter les biais, cette fois-ci sociétaux, liés au genre. Et comme je le disais, on verra par un petit épilogue comment on peut essayer de tenter de lutter contre, ce que je fais d'ailleurs présentement ici en ce faisant. Donc la question, en fait, le cerveau, c'est la question qui se pose pour le cerveau et pour les neurosciences cognitives, les neurosciences qui essaient d'expliquer comment le cerveau arrive à produire la pensée. C'est comment est-ce qu'on passe de ça, grosso modo, c'est-à-dire des espèces de primates hominoïdes, donc ici des chimpanzés, qui ont des relations relativement complexes en réalité, qui sont capables de faire des actions de mémorisation, d'organisation de leur espace, de trouver de la nourriture et de survivre dans une nature qui est parfois hostile. Hostile, pas tant à cause des prédateurs, même si quand on est un chimpanzé dans la forêt du Congo, il faut se méfier de quelques léopards qui peuvent nous sauter dessus. Le plus grand danger pour les chimpanzés, c'est les autres chimpanzés, donc ça vous rappellera peut-être d'autres espèces. Bon, le cas typique dans les chimpanzés, c'est des luttes sociales. Donc, les chimpanzés vont se battre pour prendre la domination d'un groupe, pour prendre la domination d'une ressource, une ressource qui, au sens large, comme le décrivent les éthologues, les gens qui parlent du comportement animal et parfois du comportement humain, ça peut être tout. Ça peut être de la nourriture, ça peut être un abri, mais ça peut être aussi un partenaire sexuel, ça peut être un partenaire d'action, par exemple de chasse, parce qu'on sait que les chimpanzés font des chasses coordonnées. C'est parmi les rares espèces qui ont des vraies chasses coordonnées, parmi les primates. Et ils ont aussi évidemment tout une panel d'outils de leur relation sociale qu'ils maîtrisent très finement. Je vous renvoie à tous les documentaires animaliers que vous voulez sur les grands primates, et on peut regarder dans le détail comment ils entretiennent ces relations avec leurs petits, leurs congénères, des relations qui vont être très complexes et qui vont basées sur une histoire. Et nous, en tant qu'humains, on arrive avec un cerveau qui ressemble beaucoup à celui d'un chimpanzé et un corps qui ressemble aussi pas mal à celui d'un chimpanzé, à créer des sociétés où on va mettre des milliers d'individus. Alors ici, c'est une photographie de la Société des neurosciences, qui est un congrès de neuroscientifiques, comme il y en a dans tous les domaines du monde académique, industriel et autres, où des milliers de personnes se rassemblent et il n'y a aucun mort dans cette situation-là, alors que si vous mettiez 5000 chimpanzés, 20 000 chimpanzés dans le même lieu, au même endroit, il y aurait un bon nombre de chimpanzés morts à la sortie de ce congrès. Donc on est tous heureux de ne pas être des chimpanzés, et on l'est notamment parce qu'on a ça, c'est-à-dire notre cerveau qui est une machine très complexe, qu'on essaie d'explorer avec plein d'outils, et là, encore une fois, je ne vais pas avoir le temps, je ne vais même pas essayer de vous donner un peu où on en est de la compréhension du cerveau, parce que l'idée simple, c'est on ne sait pas très bien où on en est. Alors c'est une limite, on a une conscience de cette limite-là, au moins en tant que neuroscientifique, on sait qu'on a fait des progrès, mais on ne sait pas les progrès qu'il nous reste à faire, et il faut toujours garder cette humilité de se dire, tout ce qu'on a découvert jusqu'à présent, c'est vrai, et jusqu'à preuve du contraire. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode scientifique sur France Culture, cette émission de Nicolas Martin, qui conclut toujours en disant jusqu'à preuve du contraire, et ça c'est vraiment ce qui tient un peu les sciences, en tout cas les sciences bien faites, quand elles sont faites par des gens qui honorent l'héritage des gens sur ils héritent. Donc grâce à ce cerveau, sur lequel je ne vais pas rentrer en détail, mais qui est une machine très complexe parce qu'elle est organisée dans une structure qui est d'apparence très simple, parce que si vous regardez un cerveau, vous avez l'impression que c'est un peu toujours la même chose, et effectivement c'est un tissu très homogène, c'est pas comme un cœur où il y a des cavités, on a l'impression que peut-être on peut comprendre une mécanique, quand on regarde le cerveau, et ça a été le cas pendant des millénaires, on se dit que le cerveau ne devait pas servir à grand chose parce qu'il n'avait pas de fonction évidente quand on le regardait. On l'a d'ailleurs longtemps considéré comme un organe qui servait à refroidir le sang essentiellement, jusqu'à ce qu'on comprenne à partir, disons, du 19e siècle et surtout au début du 20e siècle,
les fonctions du cerveau. Mais pour rentrer un petit peu dans le détail du mécanisme du cerveau, le cerveau, ça nous permet de faire ça. Par exemple, de trouver une pomme au milieu de bananes, ou l'inverse, si vous préférez les bananes. Et vous voyez que c'est très facile, vous n'avez aucune difficulté à le faire. Et la question que se posent les psychologues, c'est pourquoi est-ce que ça, c'est facile, n'importe qui arrive, et pourquoi, où est Charlie, c'est difficile. Alors, certains le verront peut-être. Et en plus, la difficulté, c'est que non seulement vous savez que c'est difficile, mais vous ne savez même pas si c'est possible. Votre cerveau ne vous dit même pas si, quand vous avez cherché, est-ce que vous avez suffisamment bien cherché, et vous pouvez, et c'est des expériences qu'on fait nous au laboratoire, mettre des capteurs, ce qu'on appelle des oculomètres, qui vont mesurer la position des yeux sur l'écran. Et vous pouvez montrer que les gens vont repasser un certain nombre de fois aux mêmes endroits. Et en fait, ils peuvent rentrer dans des cycles de vérification, à chercher où est Charlie, sans vraiment savoir s'ils l'ont déjà regardé à cet endroit-là exactement. Et même quand ils l'ont regardé, ils sont plus sûrs de l'avoir bien regardé. Et pourquoi ça? C'est parce qu'en fait, on a une nécessité au changement, notre capacité attentionnelle est très limitée. Sur cette image, il y a un détail qui bouge, qui n'est pas anodin, qui n'est pas majeur, mais qui n'est pas anodin, et que si on vous le montre, vous le voyez sans problème. Donc l'information arrive jusqu'à vos yeux, jusque dans votre cortex visuel. Mais il y a un moment, dans votre cerveau, on ne sait pas exactement où, et les collègues chercheurs travaillent sur exactement où ça commence à poser problème. Cette information se perd. Cette information, c'est ce petit bateau qui est au milieu de la scène. Peut-être certains l'avaient vu. Il apparaît, il disparaît à chaque flash. Et je peux vous garantir qu'en faisant l'expérience, j'ai fait un certain nombre de fois avec différents publics, on peut avoir des gens qui vont rester comme ça pendant de longues minutes à ne pas voir ce bateau qui change, alors que c'est un détail visuel absolument trivial. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait ces heures d'expérience avec des gens dans la rue, les gens sont très soupçonneux que ça puisse arriver. Et l'expérience que j'aime bien citer, c'est cette expérience de Dan Simons, qui est un Anglais, qui a fait cette expérience en vie réelle pour vous montrer que parfois on peut sortir du laboratoire et faire des expériences de psychologie en dehors du laboratoire. Dan Simons, ici, avec un complice, qui est ce monsieur qui tient cette carte, va s'adresser à un cobaye de son expérience, va aller dans un parc anglais, il va lui demander son chemin, par exemple d'ici, mais comment est-ce que je rejoins la gare depuis ici? Et le monsieur rentre dans des explications, et deux autres complices arrivent, portant un tableau enveloppé dans du papier craft. Ça passe entre le complice numéro 1 et le cobaye, et intervertissent les rôles. Une des personnes qui portait le tableau va échanger avec la personne qui est en interaction avec le monsieur. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette situation-là, les gens ne se rendent pas compte qu'ils changent d'interlocuteur après qu'un tableau en papier craft soit passé devant eux. Et le point intéressant, c'est non seulement que les gens ne s'en rendent pas compte, c'est un peu finalement comme l'illustrait le petit bateau tout à l'heure, mais c'est qu'en plus, ils sont convaincus qu'ils se seraient rendus compte si on leur avait posé la question. Et en fait, quand on demande aux gens, est-ce que vous pensez qu'on aurait pu échanger votre interlocuteur? Les gens se disent, mais non, bien sûr que non, je m'en rendrai compte. Et pourtant, dans à peu près un tiers des cas, les gens vont ne pas tous se rendre compte et être absolument convaincus qu'ils n'ont pas échangé. On est obligé de montrer la vidéo, puisque Dan Simons, vous voyez, il a cette vidéo qui filme la scène, leur montre la vidéo et les gens sont complètement ébahis, ils disent non, c'est pas possible, il y a un trucage, vous avez mis ma photo sur un montage, c'est pas possible. Donc c'est vous montrer la difficulté qu'on a à appréhender nos limites cognitives. Ça a des conséquences, y compris par exemple dans l'accidentologie, ça a été bien démontré. Dans cette image-là, les éléments changent. Je ne sais pas si vous les avez perçus. Je crois que certains les ont vus, d'après le regard qu'ils ont vu, mais d'autres non. Et pourtant, c'est un détail qui a son importance dans le code de la route. C'est la ligne centrale. Et donc, vous comprenez que des gens peuvent tout à fait dire de bonne foi qu'ils n'ont absolument pas vu que c'était une ligne continue. Ils peuvent aussi le dire de mauvaise foi, et ça arrive un certain nombre. Mais que ça peut passer des pointillés à la ligne continue. Et l'effet que vous voyez ici, c'est qu'on va saturer votre système visuel avec ces petits patchs qui arrivent, qui vont en fait désorienter votre attention d'une façon, dans une microseconde. Et dans ce temps-là, votre cerveau n'a pas le temps de mettre en regard les deux scènes. Si je masquais ces points ici, vous verriez beaucoup plus facilement qu'ils changent parce que vous n'avez plus cette interruption par ce flash. Je vais essayer de vous montrer un dernier exemple qui ne va pas cette fois-ci s'appuyer sur le fait qu'on va charger votre scène visuelle avec des flashs qui vont interrompre votre traitement d'information visuelle. On va le faire en vous montrant une petite vidéo.
C'est une publicité, une marque de voiture. To test just how much attention the attention-stealing design of the new Skoda Fabia actually steals, we left one parked on this ordinary road in West London. We wanted to see if its sharp crystalline shapes, bold lines, and lower, wider profile would attract the desired level of attention. Will the 17-inch black alloy wheels stop passers-by in their tracks? Donc cette publicité, Will the angular elle a été headlights tournée en attract the attention of other Angleterre road avec users? un petit montage. Will a crowd gather to check out its fresh and sporty look? Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Well, not quite. But did the attention-stealing design distract you from noticing that the entire... Je ne sais pas si vous avez j'espère, un lapsus de l'anglais, remarqué un changement dans cette image. Est-ce que levez la main, parce qu'il y en a juste un changement. Vous pensez? Il y en a qui disent qu'il y en a plusieurs. Il n'y en a pas. Pardon? Well, not quite. On va vous montrer le But did changement the en accéléré. attention-stealing design distract you from noticing that the entire street has been changing right before your very eyes? Tout ce que vous avez vu dans l'image a changé. Il n'y a pas un élément de l'image qui n'a pas changé. Did you spot the van changing to a taxi? How about the scooter changing to a pair of bicycles? Or the lady holding a pillow? Let alone the fact that the entire street is now completely different. Didn't think so. So there we have it. Voilà, je ne vous donne pas le nom de la marque, c'est pas la peine. Mais donc pour vous montrer que cette fois-ci, la limite, elle n'était pas sur le fait qu'on a envahi votre système visuel avec des flashs un peu bizarroïdes, si vous voulez. C'était pas quelque chose d'anormal. C'était des changements beaucoup plus progressifs. En fait, votre système visuel a traité l'information de façon parcellaire et vos yeux, entre chaque saccade, mémorisaient une partie de l'information, mais oubliaient le reste de la scène visuelle. Et en fait, ce que vous ne percevez pas, et c'est bien normal parce que sinon vous seriez saturé, c'est que votre cerveau a une attention limitée et il va traiter très en détail le cœur de votre attention, votre cible attentionnelle. Si vous regardez le vélo à ce moment-là, vous perdez en fait une notion très claire de ce qu'il y a autour du vélo. Et quand vos yeux changent et passent sur un autre objet, le vélo peut avoir changé entre-temps. Évidemment, il y a beaucoup d'éléments dans cette scène et vous ne l'avez pas apprise par cœur, ce n'est pas une scène que vous connaissez initialement. Et donc, les autres éléments peuvent vous échapper et s'échappent dans votre mémoire. Et ensuite, on peut les manipuler. Et donc, effectivement, ce mécanisme-là vous montre un certain nombre de biais qui sont les biais d'attention. Des biais qui vont altérer votre perception, votre capacité à acquérir de l'information dans le monde réel pour la transformer en information que vous pouvez exploiter à l'intérieur de votre tête. Ces informations-là, elles sont aussi biaisées, même avant qu'elles rentrent dans votre tête, si vous voulez, par les mécanismes même de votre perception. Dans cette image-là, il y a deux cubes qui vous évoqueront peut-être cette illusion de la robe jaune et bleue sur laquelle les gens se sont battus sur Internet il y a quelques années là, dans le monde d'avant. Si on vous demande de quelle couleur sont le carré avec le rond rouge à gauche et le carré avec le rond rouge à droite, dans un cas, vous allez me dire que le carré à gauche, c'est un carré bleu ou vert, ça dépend. Il y en a qui sont plutôt bleu dans les ondes, on va dire. S'il y a ça peut y avoir différent. Et à droite, le carré est donc pourtant, si je vous montre une barre grise, vous allez voir que ces deux carrés sont exactement de la même teinte. C'est-à-dire que vous avez peut-être même du mal à le voir parce que je vois qu'il y a des gens qui font ces sourcils. Même en sachant, même avec cette barre grise, on a parfois du mal. Et en fait, si on met un masque, on voit clairement que c'est les deux mêmes grilles, il n'y a pas de doute. Mais notre cerveau va faire cette complétion pour nous donner une information. Et l'information que nous donne le cerveau, c'est qu'il rajoute de l'information. En fait, ce qu'il fait, le cerveau, quand il traite cette image, c'est qu'il prend la scène visuelle, vos percepts, il va rajouter de l'information qui n'est pas présente dans la scène visuelle. Ce gris est un gris, mais il va rajouter le fait que le contexte est jaune, et que si on voit du gris dans un contexte jaune, c'est que la couleur initiale devait être plutôt bleue, alors que si on voit du gris dans un contexte de lumière bleue, c'est que la couleur initiale devait être plutôt dans les jaunes. Donc votre cerveau a pris une information extérieure, ici le contexte, l'environnement lumineux, qui est complètement artificiel, parce qu'on a dans un petit carré, il n'y a pas l'ambiance lumineuse générale, et a transformé la perception du gris en une couleur qui fait sens pour vous.
Ça, c'est des choses qui sont apprises du coup par l'expérience tout bébé dans l'environnement ou... C'est une vraie question. On va revenir un tout petit peu. C'est toute une question en fait de savoir est-ce que c'est des mécanismes qui sont innés, en fait, qui sont liés à la même manière dont est câblé le cerveau. Et en fait, on a de bonnes idées pour penser que à des très bas niveaux comme ça, c'est vrai. Par exemple, il suffit de tester des êtres vivants différents de nous, et ils ont aussi ces biais de colorimétrie. Pour les animaux qui ont une perception des couleurs, donc il faut faire des petites astuces parce qu'on n'est pas nombreux parmi les espèces animales à avoir de trichromatisme, comme vous savez, et d'où le daltonisme. Et donc, on a une capacité qui est liée au fait que notre champ visuel, en fait, les neurones contextuels, les neurones autour d'un neurone vont annuler la contribution d'un neurone. Et en fait, les neurones jaunes autour d'un neurone gris vont annuler les neurones jaune dans le cœur de notre perception visuelle, et du coup il reste que les neurones bleus, si on veut, qui s'activent. Et donc on a cette perception que ce qu'on voit c'est du bleu. Et donc ça c'est pas vraiment, disons, quelque chose qui est acquis par l'expérience. Mais on peut aussi avoir des phénomènes de biais cognitifs qui émergent à des stades plus tardifs. Je vous ai parlé donc de la capacité à percevoir une scène visuelle, à intégrer l'information visuelle, mais aussi on peut l'avoir dans ce qu'on appelle des décisions, d'après des décisions. Alors c'est un petit peu plus difficile à vous montrer sur une expérience, mais je vous donne cette illustration-là qui est un petit test de logique, qui est le test dit de Wisen, le nom du psychologue qui l'a inventé, qui dit, il y a une règle qui dit que s'il y a une voyelle d'un côté d'une carte, alors il doit y avoir un nombre pair de l'autre côté. Vous devez voir si la règle elle est vraie. Est-ce que vous retournez la carte, la première, pour savoir si la règle est vraie? La règle étant, s'il y a une voyelle d'un côté, alors de l'autre côté, c'est un nombre pair. Est-ce que vous retournez la première carte pour savoir si la règle est vraie? La deuxième. Alors la première, vous pouvez la retourner parce que si vous avez un nombre impair de l'autre côté, alors la règle est invalide. La deuxième carte, elle vous dit, c'est une consonne. Et donc, vous n'avez pas besoin de retourner parce qu'elle ne vous dira pas si la règle est vraie ou pas, puisqu'elle ne parle pas des consonnes, la règle. Mais est-ce que vous retournez le 2? Bah oui. Et en fait, le oui, c'est normal, il y a toujours des gens qui disent oui. Et c'est normal parce qu'en fait, c'est la réponse qui vient immédiatement. Parce qu'il y a un effet d'ancrage. Dans la règle, on parle de nombres pairs et de voyelles. On se dit, l'information, elle est dans les nombres pairs et dans les voyelles. En fait, un contre-exemple, c'est que si je vous montre cette carte-là et que je la retourne et que c'est un B derrière, la règle est vraie, puisqu'il y avait bien, elle ne dit pas, il ne parlait pas des consonnes. Donc, cette carte qui avait une consonne à son dos, elle peut avoir un nombre pair ou un nombre impair, on s'en fiche. Et pareil pour le donc, bon, ça c'est une petite illustration, mais en fait ça vaut dans beaucoup de domaines. Et il y a une étude qui avait été célébrée parce qu'elle avait été elle avait remis en cause un certain nombre de préjugés, qui montrait qu'en fait ce genre de biais, alors qui, comme je vous l'ai dit, c'est un peu artificiel cette règle-là, on a du mal à se dire qu'est-ce que ça représente dans la vraie vie. En fait, on voit dans des cas, même chez des gens qui sont genre, les meilleurs, on peut dire, des médecins par exemple, qui sont soumis à ce genre de biais. Et il y avait une étude qui avait été faite sur une série de cas d'erreurs médicales. Et en fait, ce dont s'étaient rendus compte les auteurs ici, Gorovitz et Mankiw, c'était que, en fait, dans seulement 4% des cas, les erreurs étaient dues à un vrai défaut de connaissance, à un manque d'information. Dans 96% des cas, les erreurs étaient dues à des biais. Les gens avaient toute une sorte de biais sur lesquels je vais revenir. Le genre de biais que vous avez là tout à l'heure, c'est-à-dire que on a une information qui est associée, alors on va conclure trop vite, par exemple. Alors, je vais maintenant pas vous lister la liste de tous les biais. Les psychologues se sont amusés, et je ne vous montre pas ça en détail parce que ça n'a aucun intérêt ici. C'est un exemple d'une série de biais qui existent, qui ont été décrits dans la littérature. Et la question, c'est pas finalement pourquoi on a ces biais-là, ou en tout cas on peut poser cette question-là, mais le vrai problème, c'est comment se fait-il qu'avec notre cerveau qui est si puissant, on ait gardé ces biais? Et en fait, les biais, il faut plutôt les voir comme des outils. C'est des outils qui vont nous permettre de sélectionner de l'information, comme je vous disais tout à l'heure. En filtrant l'information, vous n'êtes pas saturé d'informations, votre cerveau va essayer d'aller à l'essentiel. Et en ce faisant, il va perdre de l'information. Il va aussi vous servir à interpréter l'information. Dans l'exemple du tube jaune et du coup, dans les environnements bleu et jaune, ça vous interprète comment il faut mieux comprendre ce gris, quel sens ça a ce gris. Et ça vous permet d'accélérer votre prise de décision, un peu comme tout à l'heure, les gens ont dit spontanément un peu vite, ah oui, il faut retourner la carte, alors qu'en fait cette carte n'invalidait pas la règle, elle n'avait pas moyen d'invalider la règle.
Et ça, c'est ce qu'on appelle des heuristiques. Alors, dans les biais que j'ai mentionnés, ces biais-là vont avoir un impact particulier dans ce que je vais évoquer par la suite. C'est ce qu'on appelle les biais de confirmation. Si je vous donne une information, vous allez chercher une information, si on vous donne une information, par exemple, la ville de Nantes est sale. Voilà, quelqu'un dit ça. Si quelqu'un va vérifier cette information, va dire, alors je vais regarder où est-ce qu'il y a des endroits où est-ce que la ville est sale. Il va dire, ah oui c'est vrai, là j'ai trouvé un papier, là j'ai trouvé une saleté, etc. Mais ça ne vous dit pas si la ville est particulièrement sale, parce que en cherchant bien, vous finirez toujours par trouver une saleté. La question c'est, est-ce que vous avez cherché des cas où manifestement la ville était propre? Et en fait, ce biais de confirmation, c'est quelque chose qui est très présent, c'est que les gens vont chercher des informations qui vont confirmer une règle, un peu dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, cette règle de voyelles et de nombres pairs, et ils vont oublier d'aller chercher des exemples qui infirment leur règle. Et ça, c'est notamment dans les cas des erreurs médicales que j'ai citées tout à l'heure, c'est quelque chose qui est très courant, c'est-à-dire que les gens vont s'enferrer dans un diagnostic, c'est dans ce cas-là que ça a été démontré, mais ça vaut dans plein de domaines. Quelqu'un leur dit telle personne n'est pas fiable, ils vont penser à tous les cas où cette personne n'a pas été fiable, et ils vont dire effectivement c'est vrai que quand à y repenser, cette personne-là est vraiment pas fiable. Alors qu'en fait ils oublient tous les autres cas qui disconfirment, comme on dit en anglais, qui infirment la règle. Il y a les phénomènes de surconfiance, et c'est le phénomène que Idrissa évoquait tout à l'heure, les gens qui sont sûrs d'être pas loin, et ils sont sûrs d'arriver à l'heure en partant 5 minutes avant. Donc ils savent qu'ils ne vont jamais arriver. L'autre exemple qu'on aime bien donner en accidentologie, c'est que quand on demande à la moyenne des Français s'ils conduisent mieux que la moyenne des Français pensent mieux conduire que la moyenne. Ce qui n'est pas possible, statistiquement. Il y a aussi des phénomènes d'ancrage. Les phénomènes d'ancrage, c'est lorsque vous avez eu une première information, elle va influencer ce que vous pensez de la suite. Si je commence mon topo à vous dire je vais parler en tant que neuroscientifique, tout ce que je vais dire par la suite va être coloré de l'ancrage du fait que je dis que je suis neuroscientifique. Si j'arrivais en commençant mon propos en disant je suis tennisman, vous n'auriez pas la même attention sur ce que je vais dire juste après. Et enfin, il y a ces phénomènes qu'on appelle l'accessibilité, qui est que quand on essaie de résoudre un problème, on va chercher un problème qui s'en rapproche, et en général on va le faire on va s'arrêter au premier problème qui s'en rapproche. C'est-à-dire que vous voulez résoudre réparer un objet chez vous. Vous allez dire, la dernière fois que j'ai réparé, j'ai trouvé une situation un peu similaire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai débranché ce condensateur, j'ai testé, ça a marché, donc je vais essayer de la même chose. Et en fait, ça marche dans beaucoup de cas. Simplement, c'est pas infaillible. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas dans quel cas ça va marcher ou pas, a priori. Donc il faut garder cette capacité de dire, ok, j'ai peut-être ce biais-là, mais je sais que c'est un risque. Et donc il faut que j'évite de m'enfermer dans cette hypothèse-là. Donc ces heuristiques-là... Pardon, le biais d'accessibilité, donc c'est refaire quelque chose qu'on a déjà... récupérer en mémoire une information, accéder à une information qui va nous aider à résoudre un problème. Et en général, on s'arrête à la première qui ressemble un peu au problème qu'on a eu. Par exemple, ça peut aussi être dans des domaines, pour donner un exemple de la cognition sociale, ça va avoir tous ces phénomènes de halo, par exemple. Si j'ai croisé telle personne, j'ai croisé un Parisien un jour dans ma vie qui était mal poli, donc si je dois parler des Parisiens, le premier qui me vient en tête c'est celui-ci, et donc je dis les Parisiens doivent tous ressembler à cette personne-là que j'ai vue une première fois. C'est pour ça que je dis que les biais c'est un peu un zoo, parce qu'il n'y a pas vraiment de limite entre, par exemple, l'accessibilité et l'ancrage, il y a du recouvrement. Donc il ne s'agit pas de dire que c'est des biais qui sont dans des silos bien distincts les uns des autres, qui peuvent s'influencer les uns les autres, mais le point important, c'est que ces biais-là existent, et ils ne sont pas là pour une mauvaise raison. Il y a une citation que j'aime bien reprendre d'un philosophe et logicien américain du 19e siècle qui disait « Il est préférable d'être à peu près juste que d'être exactement faux ». Et c'est ça les biais. C'est que les biais, c'est des raccourcis de pensée qui nous font que, dans la plupart des cas, ça marche pas si mal. Quand je dois attraper une bouteille, ça marche plutôt bien. J'ai pas besoin de calculer la trajectoire, l'écartement de ma main, la force avec laquelle je vais la soulever. Si j'ai des ataxies cérébelleuses, pour ceux à qui ça parle, il peut y avoir ces phénomènes-là, parce que les gens vont perdre cette capacité de programmation automatique, tous ces biais moteurs qu'on peut voir comme des biais, qui sont des heuristiques, qui sont des raccourcis, qui sont de l'optimisation, si vous voulez, qui sont là pour nous faciliter la tâche, qui font qu'on n'a pas besoin à chaque pas de réfléchir comment il faut positionner notre poids. Et l'exemple que vous connaissez sans doute, c'est un enfant ou vous-même, si vous vous souvenez avoir appris le vélo, au début on le fait de façon très consciente, on appuie sur les pédales, on essaie de donner des instructions, et en fait ce qui marche, c'est de ne pas y penser.
Ce qui marche, c'est que vous utilisez vos heuristiques, vos habitudes qui sont des habitudes motrices, et en fait, vous économisez votre capacité cognitive pour maintenant vous mettre à parler en faisant du vélo, réfléchir à votre liste de courses, ou que sais-je. Mais c'est que là, dans le domaine sociétal de ce qu'on appelle la cognition sociale, des interactions sociales, ils vont avoir des effets particuliers. Alors je vais commencer par une petite remarque de prudence qui va être les 2 minutes statistiques de l'instant, mais si vraiment vous êtes allergique aux statistiques, vous avez le droit de fermer les yeux, mais j'espère que ça ne va pas être le cas. Je vais parler un tout petit peu de taille d'effet, simplement pour parler d'un concept, parce que il me semble souvent que c'est quelque chose qui est assez ignoré, qui gagnerait à être mieux connu, à être mieux pris en compte, parce que ça permettrait de départir de certaines erreurs dans la perception de ce qu'on a des résultats scientifiques notamment, et la façon dont la science est communiquée. Les tailles d'effet, c'est une notion qui vient des statistiques, qui a notamment été développée par un statisticien qui s'appelle M. Cohen, qui a quantifié l'écart qu'il y a entre 2 distributions. Des distributions statistiques, c'est-à-dire, vous prenez la taille en hauteur, la stature des Français, les femmes et les hommes, vous pouvez faire un histogramme, c'est-à-dire vous mettez tous les Français comme ça, il y a une courbe, avec une moyenne des femmes et une moyenne des hommes, puis une variance, une variabilité d'un individu à l'autre. Tous les hommes ne mesurent pas la même taille, toutes les femmes ne mesurent pas la même taille. Et ce que quantifie Cohen, c'est l'écart entre ces 2 courbes. Mais l'écart, pas en valeur absolue, l'écart relatif à la dispersion. Si les courbes étaient très resserrées, le D serait très élevé parce que les 2 courbes sont très séparables. Si au contraire les 2 courbes sont très en recouvrement, même si elles sont distantes, vous voyez que par exemple, dans la taille de la stature, vous avez un D de Cohen. Alors la calcul de cette métrique-là, je vous l'épargne, mais qui vaut à peu près 2. Et 2, ça veut dire que ces courbes-là, en gros, leur écart ici fait qu'il y a 98% des hommes qui sont plus grands que la moyenne des femmes. C'est ça un Cohen de 2, pour vous donner une idée. Mais ça n'empêche pas qu'il y a 32% de superposition. Ça veut dire que vous pouvez trouver un tiers des hommes pour lesquels vous allez trouver une femme qui va être plus grande que lui. Donc, alors qu'on dit les hommes sont plus grands que les femmes, vous voyez bien intuitivement que ça veut dire qu'en fait, oui, en moyenne c'est vrai, mais individuellement, vous pouvez prendre un homme et une femme, vous avez 2 chances sur 3 qu'il y ait une inversion entre la taille de l'homme et de la femme sur la base de ce biais qui est que les hommes sont plus grands que les femmes. Donc maintenant, ça c'est dans le domaine, disons, de l'anatomie. Et cette notion de taille d'effet, elle va permettre de qualifier un peu ce qu'on connaît dans le domaine de la cognition, parce que les biais de genre, souvent, on les exprime à travers les traits de personnalité, les cognitions, les aptitudes mentales, et pas seulement à travers la stature. Et une des questions qui revient souvent, c'est, mais par exemple, est-ce que les hommes ne sont pas meilleurs en maths ou en géométrie que les femmes? Et vous avez peut-être entendu parler de ce livre, Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, qui a un peu propagé cette idée-là. En fait, quand vous regardez la superposition sur les capacités statistiques, vous voyez que le D de Cohen, il est de 0,57. Ça veut dire qu'en fait, le recouvrement que vous avez ici, il est de 80% en réalité entre les hommes et les femmes. Donc, dire que les hommes sont meilleurs en maths que les femmes, c'est probablement faux. Et en tout cas, même dans une tâche qui est très spécifique, qui est la tâche qui a le plus de taille d'effet entre hommes et femmes, c'est une tâche de rotation mentale. Vous voyez ces petits blocs qui ressemblent un peu à des blocs de Lego. L'exercice, c'est de dire, est-ce que ce bloc-là, il est identique à celui-ci si on l'imagine tourner dans sa tête? Ce genre d'exercice-là, il est un peu artificiel, mais ce qu'on mesure, c'est la vitesse avec laquelle les gens vont répondre et le nombre d'erreurs. Et en fait, plus il faut tourner mentalement le bloc dans sa tête, plus les gens vont mettre du temps à répondre. C'est très robuste. Je ne peux pas faire l'expérience ici avec vous, mais si on faisait en laboratoire, vous mettez devant un ordinateur, si on mesure le temps que vous mettez à répondre, c'est exactement proportionnel à la rotation mentale qu'il faut faire de l'objet. Ça a été d'ailleurs un des arguments de tout début de la psychologie cognitive, pour dire, en fait, il se passe quelque chose dans la tête qu'on peut chronométrer. Et c'était vraiment une révolution, parce que jusqu'à présent, on faisait des tests sur la mémoire, par exemple, et là, on avait quelque chose qui variait de façon continue avec une représentation mentale. Je ferme la parenthèse. Ce type de tâche-là, ce type d'exercice-là, on a dans toute la batterie de tests visio-moteurs, mathématiques qu'on a fait, c'est l'un des exercices qui donne le plus grande différence entre hommes et femmes en moyenne. Et pourtant, vous voyez que la différence, elle est très faible entre hommes et femmes. Si on s'intéresse aux capacités de langage, par exemple, une des tâches qui est la plus discriminante dans le domaine du langage, c'est ce qu'on appelle les tâches de fluence. C'est une tâche dans laquelle on vous demande de lister des mots qui commencent tous par la même lettre.
ou la même syllabe, il y a plusieurs variantes. Et en fait, dans cette étude-là qui a été faite sur 10 000 enfants américains, ils ont essayé de contrôler par un certain nombre de facteurs de performance scolaire, de milieu socio-culturel. La différence qui est résiduelle de performance verbale, elle est de 0,18. Donc on est à 99% de recouvrement. Donc pour vous dire que si vous prenez un homme et une femme, dire les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, la probabilité c'est qu'il y a presque autant de chances, un tout petit peu moins, mais un pouillème moins, que la femme vienne de Mars et l'homme vienne de Vénus. Et donc ça, c'est vraiment un point important à avoir, parce que si vous regardez la différence, oui, la différence peut être significative. Et souvent, les papiers, les articles de journaux vont dire des scientifiques ont montré qu'il y avait une différence significative entre les hommes et les femmes, mais que veut dire cette différence une fois qu'on l'applique dans la vie réelle? C'est-à-dire que cette différence-là et celle-ci, elles sont significatives, c'est-à-dire que statistiquement, on peut montrer qu'elle existe, mais la pertinence de cette différence dans le monde réel, sachant que vous avez une telle distribution, en fait, elle est extrêmement faible. Alors, on a fait le même genre d'approche pour l'étude du cerveau, en regardant le cerveau un peu sous toutes ses coutures. Je ne vais pas rentrer dans le détail non plus de façon trop longue. On a regardé comment le cerveau pouvait être différent entre les hommes et les femmes, en regardant soit l'anatomie générale, c'est-à-dire la morphologie, la taille des sillons, le nombre de sillons, le nombre de neurones, alors une extrapolation du nombre de neurones, ou la quantité de matière blanche, donc ces connexions qu'il y a entre les neurones. Et grosso modo, vous voyez la différence, si on fait le calcul de la différence des régions qui sont différentes entre les hommes et les femmes, vous voyez qu'il y a une distribution et que les dés de Cohen dont vous parlez tout à l'heure, en gros, il y en a presque pas au-dessus de 0,4. Donc de toute façon, même entre les tailles de cerveau d'hommes et de femmes, rapportées, on est proportionnel à la stature, ou quelles que soient les façons d'analyser ces données-là, en fait, les différences sont extrêmement faibles. Et de toute façon, elles ne sont sans commune mesure avec ce qu'on a dans la vie réelle, par contre, où on voit des biais qui sont manifestes. Et j'y reviendrai. Donc, pour conclure sur cette partie-là, les biais, pour parler de la réalité, disons, scientifique, c'est que oui, il peut y avoir des biais, mais dans tous les cas, ces biais sont extrêmement faibles, que ce soit dans le domaine de la psychologie, de la cognition, ou dans le domaine du cerveau, c'est-à-dire dans la neuroanatomie, et qui sont de toute façon des résultants de processus qui sont multifactoriels, c'est-à-dire il peut y avoir une composante de génétique, mais il peut y avoir aussi une composante d'histoire de vie, il peut y avoir aussi des composantes d'influence d'hormones in utero, il peut y avoir aussi de ce qu'on appelle les phénomènes d'épigénétique, et en fait tous ces l'ensemble de mécanismes-là, ils sont très compliqués à séparer les uns des autres. Donc ce serait un peu illusoire de dire qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Et pourtant, quand on s'intéresse cette fois-ci aux rôles sociaux, on reste biaisé. Si je vous dis X a pris la direction du service comptabilité, dans votre tête, spontanément, C'est pas Martine. c'est plutôt pas Martine. C'est plutôt Xavier. Et si on dit Y a commencé à préparer un gâteau au chocolat et ça sent drôlement bon, Y, ce sera plutôt pas Youssef. Il y a d'autres biais qui peuvent aussi. J'y reviendrai. Et donc, mais ces biais-là, ils existent pour plusieurs raisons. Et une des raisons, la première peut-être, la plus évidente, c'est de dire, mais en fait, le monde est biaisé. Si vous cherchez sur Google un physicien, alors en anglais ça marche bien parce que en anglais les noms ne sont pas genrés. Donc physiciste en anglais, ça peut marcher aussi bien pour un homme que pour une femme. Un scientifique, si vous mettez scientifique sur Google, vous avez à peu près les mêmes types de résultats, c'est-à-dire que ce qui va vous sortir, c'est des images de scientifiques hommes. Et ça renforce un stéréotype, des stéréotypes de genre, qui vont associer certaines professions, statistiquement, parce qu'on les voit effectivement dans la vie réelle, plus souvent associés à des rôles modèles féminins ou à des rôles modèles masculins. Et on peut provoquer le cerveau en créant des stéréotypes, en créant des situations qui contrecarrent le stéréotype. Et ça, on peut le tester ensuite dans des expériences de psychologie où on va mesurer, par exemple, la vitesse qu'on a à faire des exercices dans lesquels on présente des individus qui sont dans l'accord du stéréotype, ou au contraire des individus qui sont en désaccord avec le stéréotype. Et par exemple, on peut faire des tâches incidentes. Par exemple, ici, il faut dire, est-ce que la dame porte du noir? Si le personnage porte du noir, est-ce que si ce personnage porte du noir, vous allez mettre plus de temps à répondre sur cette image-là que sur celle-ci? Parce que celle-ci, le stéréotype est consistant et votre cerveau va traiter l'information plus vite que dans le deuxième cas. Alors, si vous voulez le faire, vous pouvez vous amuser à faire ce petit test-là. Il y a ce qui s'appelle le Harvard Implicit Bias Test, qui est un test qui a été mis en place par l'université de Harvard, où on peut tester comme ça. Alors, la mécanique est un tout petit peu plus compliquée. Il existe en version anglaise, en version française.
Et on va vous montrer des associations que vous allez avoir spontanément entre certains types de mots, par exemple des noms de métiers, et le sexe homme ou femme. Mais comme ça a été fait aux États-Unis, qui sont aussi très sensibles sur ces questions-là, ça a été fait avec noir et blanc, par exemple, et la violence. Vous pouvez tester, est-ce que des mots liés à la violence, par exemple des armes à feu, c'est associé plutôt à des personnes noires ou des personnes blanches. Donc ce type de test-là va permettre de mettre en évidence des stéréotypes, l'incarnation du stéréotype dans le comportement des personnes. C'est leur perception, si vous voulez. C'est comment on perçoit le monde en tant qu'être humain, en tant que cerveau, entouré d'une information qui est effectivement biaisée. Mais ce que l'on a démontré aussi depuis, c'est à travers des expériences qui se sont faites notamment beaucoup chez l'enfant, avec l'espoir qu'on pourrait comme ça essayer de documenter à quel moment ces types de biais apparaissent, c'est qu'il y a un phénomène qu'on appelle le poids du stéréotype. C'est que non seulement vous percevez le monde avec les stéréotypes que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire vous allez percevoir le fait que tel métier est plutôt genré chez les hommes et tel métier est plutôt genré chez les femmes, mais en plus, ce stéréotype-là va vous infecter dans la façon dont vous avez de penser. Et une expérience qui est assez illustrative de celle-ci, c'est l'expérience qui a été menée par Pascal Huguet, qui est un psychologue français, et Isabelle Régnier, qui est une psychologue à Clermont-Ferrand, qui ont testé des enfants en leur faisant faire pour ceux qui connaissent tout petit peu la neuropsychologie, c'est ce qu'on appelle la figure de Rey. C'est une figure un peu complexe qu'on demande à des personnes, notamment des patients qui ont des atteintes neurologiques, de recopier pour voir s'ils ont préservé leur capacité mnésique et aussi des capacités cognitives de façon plus générale. Et en fait, on demandait aux enfants de recopier ce dessin-là. Et l'astuce qu'avaient trouvé Isabelle Régnier et Pascal Huguet, c'était de dire aux enfants, vous recopiez ce dessin-là, mais dans deux conditions différentes. Pour la moitié des classes, ils l'ont fait dans plusieurs classes. Pour la moitié des classes, on va vous faire un exercice de mathématiques, vous allez devoir refaire ce même schéma-là. Et dans l'autre moitié des classes, on va vous faire un exercice de dessin, vous allez devoir refaire ce schéma-là, ce dessin-là. Et en fait, le simple fait d'évoquer le contexte comme des mathématiques ou du dessin changeait la façon dont les garçons et les filles répondaient à l'exercice. C'est-à-dire que vous avez ici, alors c'est une figure de ville de l'article qui est la tâche qui était présentée comme une tâche de géométrie. Vous voyez que dans cette situation, les garçons étaient meilleurs que les filles à réussir la tâche. Et c'est le même exercice, c'est-à-dire qu'après la comptabilité, il y a une manière de comptabiliser la performance de cette tâche-là en comptant le nombre de traits, le nombre d'items qui ont été respectés, donc ça a été codifié. Et c'est assez reproductible. Il y a plusieurs juges qui vont juger les dessins, évidemment, et on vérifie que les juges sont d'accord. Et quand on présente la tâche comme un exercice de dessin, vous voyez que les filles vont mieux réussir que les garçons. Alors, vous pourrez même, certains dire, oui, mais en plus, elles réussissent même encore mieux que les garçons dans les conditions mathématiques. Peut-être qu'il aura fallu trouver encore une autre façon de présenter la tâche pour équilibrer les performances. Mais toujours est-il que vous voyez que c'est un effet, cette fois-ci, non pas de comment ils perçoivent le monde, c'est comment ils se perçoivent, eux, dans l'exercice de cette activité qui est correspondante ou pas à leur stéréotype ou aux stéréotypes qu'ils incarnent, eux, à travers leur genre. Alors, ces mécanismes-là, ils sont en fait présents aussi dès l'enfance dans la perception de nos relations sociales, donc pas seulement dans nos performances cognitives, mais aussi dans la façon dont on perçoit les rôles sociaux, la domination sociale. Une collègue qui a travaillé, Rawan Sharafeddine, sur la perception de la compétence sociale, a montré que, par exemple, en illustration, donc en disant, voilà, il y a des petits personnages ici, il y en a un qui va être plutôt quelqu'un qui est dominant, brillant, et l'autre qui va être plutôt dominé, mais plutôt gentil. Est-ce que vous êtes plutôt gentil ou est-ce que vous êtes plutôt brillant? Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que les filles vont avoir tendance à dire, moi, je sais que les filles sont plutôt gentilles, et elles le disent d'autant plus que leur âge grandit, c'est-à-dire qu'à 5 ans, garçons et filles vont avoir tendance à avoir des stéréotypes qui ne sont pas très marqués sur qui est plutôt gentil, qui est plutôt brillant, et que vous voyez qu'au fur et à mesure des années, 6 ans, 7 ans, en fait, les stéréotypes se creusent et en fait, vont même affecter leur perception, leur propre perception. C'est-à-dire que dans cet exemple-là, les gens vont avoir tendance, les garçons vont avoir tendance à dire que les garçons en général sont plutôt compétents, brillants, et les filles vont avoir tendance à penser que les filles sont plutôt moins compétentes et brillantes, et vont se juger elles-mêmes comme moins compétentes et brillantes d'ailleurs. Et sur les relations que ça a en termes de domination sociale, c'est que si on reprend ce petit schéma-là et on dit « mais maintenant vous êtes qui ?» et qu'on interroge des garçons et des filles, eh bien, on voit que les garçons et les filles, alors là, j'ai pas remis le schéma où ils ont séparé les garçons et les filles, mais les résultats sont les mêmes, en fait. Ça ne dépend plus du sexe de celui qu'on interviewe.
Mais les enfants vont avoir tendance à dire, bah, ça c'est plutôt un garçon. Ils le disent moins quand ils ont 3 ans, mais à partir de 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils vont considérer que celui qui donne les ordres c'est plutôt le garçon, et celui qui reçoit les ordres c'est plutôt la petite fille. Donc, vous montrez que ces mécanismes, en fait, ils apparaissent assez tôt, en fait, dans l'enfance. Alors, les chercheurs, vous imaginez bien, essaient de trouver toutes les stratagèmes pour essayer de tester les enfants le plus tôt possible, parce que là, ça se base beaucoup sur le langage, donc on ne peut pas tester les enfants en très bas âge. Maintenant, j'ai des collègues qui travaillent avec des systèmes qui sont le taux de succion, par exemple, des bébés, où on peut montrer qu'un bébé qui est attiré par une scène va avoir tendance à téter un peu plus vite sa tétine. Et une des expériences qui est en cours, c'est par exemple de vous montrer les petits stéréotypes que j'ai vus tout à l'heure, c'est-à-dire des situations entre deux personnages. Et soit c'est congruent avec le stéréotype, par exemple, on voit un garçon qui domine une fille, effectivement, ou incongruent, et on mesure le taux de succion des bébés. Alors, c'est des expériences qui sont en train de se faire, donc je ne peux pas donner les résultats. Mais c'est comme ça pour essayer de voir à partir de quand ça se met en place. Il y a une question ? Oui, est-ce que ça veut dire que le cerveau réagit mal quand un stéréotype n'est pas interprété de la même façon? Par exemple, imaginons qu'un garçon dise que c'est la fille qui domine. Est-ce que c'est que le cerveau a un problème? En fait, non. Alors la question, c'est... moi, je ne me mets pas du tout sur un angle de qu'est-ce qui est bien ou pas bien à ce stade-là du tout. C'est de dire, le cerveau va le faire spontanément. Et comme je l'ai montré tout à l'heure, heureusement, les cerveaux sont tous différents. Je vais revenir quelques slides en avant, quelques présentations en avant. Si je me remets sur des schémas comme celui-ci, ce qu'on voit, c'est que si vous interrogez un garçon, il peut tomber ici, ou de ce côté-là, ou de ce côté-là, et dans un cas, il va dire bah, c'est plutôt la fille, dans l'autre cas, c'est plutôt le garçon. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que heureusement, il y a une grande variabilité, et même chez les garçons, il y a une différence. C'est-à-dire qu'il y a des différences, il y a des garçons qui vont dire bah, ça peut être une fille qui domine, et puis il y a d'autres garçons qui vont dire c'est plutôt le garçon qui domine. Ce qui est vrai, par contre, c'est que en moyenne, la plupart des garçons vont avoir tendance à exprimer ça. Et en plus, ce qui est un peu malheureux dans ces expériences-là, c'est que ça va impliquer même leur façon de se voir eux-mêmes. Alors, je vais essayer maintenant d'arriver sur la fin de mon exposé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, la première chose, c'est déjà en prendre conscience pour agir. Parce que nous, on est donc un certain nombre de chercheurs qui s'intéressent à ces questions-là. On a monté des collectifs au sein de l'Institut Cerveau où je suis. Et on a essayé de reprendre un peu, de documenter un peu toutes ces questions-là pour les offrir à la communauté scientifique, mais au-delà. Parce qu'il y avait des débats. Et un des débats qui existe, c'est de dire, alors par exemple, il suffit de faire des quotas. Si vous forcez à avoir autant de filles que de garçons dans les métiers, vous allez casser ces stéréotypes et les gens n'auront plus de stéréotypes. Alors le problème, c'est que ça, c'est une bonne idée, enfin c'est une belle idée dans l'absolu, sauf que ça ne marche pas très bien. Il y a des données qui montrent que par exemple, alors ça c'est des données qui viennent des États-Unis, en disant les biais viennent que quand vous avez des jurys, par exemple, de concours, des jurys d'examen, s'il y a plus de garçons qui jaugent des candidats et des candidates, les candidats vont se sentir plus exposés, plus fragilisés, si vous voulez, plus menacés par un jury qui sont de gens qui ne leur ressemblent pas puisqu'ils sont d'un autre genre. Et en fait, ce n'est pas forcément le cas, parce que quand on regarde la composition des jurys qui ont été faites dans cette étude-là, le fait qu'il y ait des jurys qui soient plutôt genrés ou pas genrés, c'était pas ça qui importait beaucoup. Et surtout, il y avait un effet contraire, c'est que ça pouvait créer dans la communauté des sentiments d'injustice. Les gens qui étaient, et parfois les gens les plus biaisés, j'y reviendrai, avaient tendance à surréagir à ça et à dire c'est pas juste. En fait, vous privilégiez une femme moins compétente qu'un homme plus compétent si vous mettez des quotas. Et ça, c'est l'argument qu'on a toujours dans toute la discrimination positive, etc. Donc, le problème des quotas, c'est que même si ça peut avoir un effet positif, il y a aussi cet effet négatif-là. Un deuxième effet négatif, qui est plus pernicieux, c'est que les sociologues qui ont interrogé les personnes qui étaient passées à travers le système de quotas avaient découvert que chez les femmes qui étaient passées avec ces quotas-là, quand c'était les femmes qui bénéficiaient des quotas, elles avaient ce syndrome de l'imposteur, qui déjà préexiste d'ailleurs plus chez les femmes que chez les hommes dans les métiers qui sont valorisés socialement. Typiquement chez les médecins, des études de psychologie sociale ont été faites montrant que les femmes avaient tendance à avoir plus un syndrome d'imposteur chez les médecins que les hommes, mais que quand on crée ces politiques de quotas, les personnes qui passent à travers ces quotas ont l'impression qu'ils méritent moins
et du coup se sentent imposteurs. Alors, ce qui ne marche pas non plus, c'est les systèmes d'entraînement, c'est-à-dire avec une approche très descendante de dire aux gens, écoutez, vous êtes biaisé, il ne faut pas être biaisé, on va changer votre façon de faire, essayez maintenant de faire attention à prendre systématiquement un homme, une femme, etc. Eh bien, ça, les gens vont adhérer à ce discours-là éventuellement, mais même quand ils y adhèrent, en fait, le problème c'est qu'il y a loin de l'idée à l'action. Et même si les gens ont l'idée que, bah oui, c'est vrai qu'ils ont des biais, c'est vrai qu'ils doivent y faire attention, quand on ne leur donne pas les outils concrets pour le faire, en fait, au bout de quelques jours, ça disparaît. Et là, c'est une revue qui a été faite sur, là aussi, plutôt des États-Unis, parce que c'est vraiment des sujets qui sont beaucoup plus travaillés dans le monde anglo-saxon. Peut-être, malheureusement, on a plus de mal à les creuser en France. Et ils ont vraiment ces approches-là très systématiques, basées sur les données, de dire, mais qu'est-ce qui a marché? Et en fait, ils voient que dans ce type de programme-là, lorsqu'on fait des programmes qui sont imposés aux gens, vous arrivez dans une entreprise, vous dites, allez, maintenant tout le monde va passer devant un programme où on va vous montrer que les hommes et les femmes c'est pareil, et sont aussi compétents. Quand c'est très descendant comme ça ne marche pas, parce que ça dure quelques jours, et après, au bout de quelques jours, les vieilles habitudes reviennent, et en fait, les vieux comportements restent. On a une étude par les mêmes auteurs que j'ai évoqué tout à l'heure, Isabelle Régnier et puis ses collègues, Pascal Huguet, qui ont fait cette étude sur les enfants. Ils l'ont fait cette fois-ci à l'autre bout de la chaîne, en prenant des jurys d'admission à des examens de l'université, et en regardant les jurys sur une année, où ils regardaient les candidats et les candidates qu'ils avaient, et combien de proportion de candidates ils gardaient à la fin. En disant, s'ils avaient plutôt moins de candidates qu'au début, statistiquement, à travers tous les jurys, c'est qu'ils devaient être un petit peu plus biaisés que les autres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait cette enquête-là en disant, bon, voilà, on va étudier votre biais, donc ils ont vu des biais, et l'année d'après, ils ont refait la même étude, mais cette fois-ci sans les prévenir, c'est-à-dire qu'ils ont gardé les mêmes jurys et ils ont interrogé. Et en fait, ce qu'ils ont vu, c'est qu'à l'année 1, il y avait des biais, mais ils étaient encore plus exprimés au moment où les gens avaient oublié qu'ils étaient dans un protocole de recherche. Et ce qui était malheureusement encore plus frappant, c'est que les jurys chez qui il y avait le plus de biais, c'était ceux qui, initialement, disaient « Non mais vous inquiétez pas, moi je ne suis pas du tout biaisé ». En fait, il y avait ce biais de surconfiance que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens ont tendance à croire qu'ils sont moins biaisés qu'ils ne le sont en réalité. Et ceux qui étaient le plus convaincus de ne pas avoir de biais, c'est ceux qui, une fois qu'on les laissait un peu libres de faire ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire on leur disait plus qu'ils étaient en train d'être suivis, et ben c'est ceux chez qui on retrouvait le plus ces biais s'exprimer. Donc nous, pour la façon dont on aborde le problème, c'est de dire il faut faire cette documentation, il faut documenter ces effets. Il ne faut pas dire les quotas c'est complètement mal, il y a des cas où ça peut être bien, mais quand on le fait, il faut le faire de façon en amenant le problématique, en l'amenant dans une problématique plus générale, en expliquant d'où ça vient, pourquoi on en est obligé à faire ça. Et quand on fait ça, on a l'espoir, et je dis un espoir parce qu'on n'a pas encore les preuves scientifiques complètes de tout ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille, en étant inclusif, c'est-à-dire en disant aux gens, voilà, on est tous dans le même bateau, il y a des personnes qui vont être discriminées. Comment est-ce qu'on fait pour tous ensemble essayer de répondre à ce problème-là? Parfois, ça va être par les quotas, et si les gens y adhèrent, ça marche, les quotas. Quand c'est imposé, ça ne marche pas. Donc il faut trouver une façon de faire adhérer aux gens aux quotas. Ça peut être de mettre en avant ce qu'on appelle des rôles modèles. Je ne sais pas la traduction française exacte. C'est disons des personnes phares. Par exemple, un travail qu'on a fait à l'ICM, c'est de remettre l'accent ou le projecteur sur les femmes qui avaient compté dans les neurosciences. Il y a ce qu'on appelle l'effet Matilda, qui est un effet qui a été décrit par les sociologues et les historiens des sciences, qui est que dans les découvertes scientifiques, souvent, le premier découvreur c'est un homme et le deuxième c'est une femme. Et plus que ce que ne prédit la statistique aléatoire, c'est-à-dire que si c'était équivalent, il devrait y avoir autant d'hommes que de femmes qui sont le premier découvreur et le deuxième découvreur. Et en fait, c'est souvent le premier qui est plutôt un homme. C'est-à-dire que quand une femme découvre quelque chose, c'est généralement l'homme d'après qui a refait la même découverte qu'on attribue la découverte. Et inversement, quand l'homme découvre le premier, on oublie les femmes qui ont découvert après. Et ça a aussi des effets dans la façon dont on attribue les prix Nobel, y compris chez des personnes dont les hommes ont dit écoutez, moi, mon prix Nobel, j'estime que je devrais le partager. Le comité Nobel a dit écoutez, nous, on estime que c'est plutôt à vous de le recevoir, monsieur. Et donc, c'est vraiment des phénomènes qui existent dans tous les domaines des sciences. Donc, c'est pour dire que même chez les gens qui font le plus attention à essayer d'être dans leur méthode scientifique, à être les plus authentiquement proches des données, proches de la réalité, en fait, tout le monde est exposé à ces mêmes biais, y compris les scientifiques. Et donc, nous, ce qu'on fait, par exemple, c'est de dire essayons de mettre la lumière sur ce qui a été, quelles sont les femmes qui ont compté dans l'histoire des neurosciences.
Un autre sujet sur lequel moi je travaille un peu moins directement, j'ai des collègues, Albert Moukébert par exemple, que vous pouvez entendre des fois sur les médias, qui est quelqu'un qui fait beaucoup ça, de l'éducation à l'esprit critique, c'est-à-dire un peu comme j'ai fait là aujourd'hui, c'est-à-dire parler des biais, qu'est-ce que c'est que les biais, où sont les limites des biais, et dire vous avez ici une méthode qui permet d'éviter les biais, c'est la méthode scientifique. Et bien, la méthode scientifique, elle existe justement pour éviter que les scientifiques tombent dans les biais dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les biais de confirmation. Je vais vérifier mon hypothèse, je vais tester que les choses qui marchent avec mon hypothèse, et donc je ne vais jamais tester si est-ce que ça marcherait aussi sans. Par exemple, je dis au hasard, je prends l'hydroxychloroquine, je vais tester si ça marche chez des personnes pour guérir du Covid, mais je ne compare pas si je leur donne rien, est-ce que ça guérissent quand même. Et bien, ça, c'est un biais de confirmation. Si je fais aussi l'abstraction du fait que moi, j'ai peut-être envie d'avoir un bon résultat, donc si je dis c'est moi qui ai fait l'expérience, donc elle est vraie, et je laisse pas les autres refaire la même expérience, je risque de biaiser mes résultats, parfois malgré moi en fait. Donc là, la méthode scientifique, c'est des choses qui ont été bien décrites depuis longtemps dans l'histoire des sciences, et qui, moi je le fais parfois, d'aller dans les classes, d'expliquer comment on fait, comment on critique les uns les autres, en fait on est assez bon à se critiquer les uns les autres, donc il faut autant l'exploiter. Et donc c'est parfois bien de dire, voilà, moi j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en penses? Rien que avoir un deuxième avis, ça peut éliminer un certain nombre de biais. Et je voulais mentionner le fait que aussi, il faut essayer d'adopter aussi une pensée non binaire. J'ai essayé de vous montrer que les biais ils existent surtout parce qu'on a une tendance à catégoriser l'information. On va dire le cerveau est plutôt un cerveau masculin ou plutôt un cerveau féminin, alors qu'en réalité c'est un continuum. Et donc je sais que quand moi je fais des présentations sur les biais de genre, je suis parfois interpellé par des gens qui se disent transgenres, qui vont dire non-binaires, qui disent mais vous me parlez des hommes et des femmes, et vous avez une vision vous-même très biaisée, puisque vous parlez d'un monde entre deux catégories. Et donc je fais quand même cette mention-là à la fin, de dire il ne s'agit pas d'être biaisé, il s'agit d'avoir, de pas oublier ce biais-là, mais c'est un biais qui est utile, pourquoi ? Parce que c'est un domaine dans lequel on a beaucoup de données. Et quand on veut faire la preuve de ces problématiques-là, si on commence à essayer en disant, en fait c'est plus compliqué que ça, on va perdre une partie de notre auditoire. Et nous, c'est un exercice qu'on a eu, sur lequel on a été confronté très directement. On a une collègue qui dans la fac de médecine à Paris, à la PHP, elle passait son diplôme de médecine en neurologie. Elle a dit, moi je veux m'intéresser aux biais dans la communauté médicale, parce qu'il y a un phénomène bizarre en médecine, c'est que il y a autant de femmes et d'hommes qui rentrent, il y a plus de femmes qui rentrent en médecine. Ensuite, on retrouve autant de femmes et d'hommes au niveau du clinica. Et puis, maître de conférence, on en perd. Et à la fin, professeur, on n'a plus que 10% nombre de femmes. Comment ça se fait? C'est bizarre. Et le doyen de la fac de médecine, je ne vais pas le dénoncer, a dit, non mais vous rigolez, non mais ça c'est fini, ça c'était le passé, mais maintenant il n'y a plus ce problème-là. Et elle a dit, mais attendez, moi j'aimerais bien qu'on fasse le décompte à la PHP pour voir si c'est le cas. Il a dit non, mais moi je ne vais pas vous donner des moyens pour faire ça, je vous dis ça ne sert à rien du tout, vous perdez votre temps. Et elle a dû le faire sur ses propres moyens, on l'a aidé, les membres de l'ICN ont aidé à faire cet exercice-là, d'aller documenter ça et de voir comment les femmes étaient recrutées au niveau maître de conférence et professeur dans la hiérarchie des grades médicaux. Et en fait, il y avait ce biais-là qui existait et sur lequel il faut parfois mettre les gens vraiment le nez sur les données pour qu'ils le disent « Ah oui, effectivement ». Et quand on leur a montré ça, ils ont dit « Ah oui, effectivement, il y a peut-être un problème. Bon, mais ça va se résoudre dans les quelques années parce que là, c'est des vieilles générations. » Donc vous voyez, c'est toujours difficile. Mais donc pour dire que c'est un outil en fait. Nous, on voit plutôt comme un outil. Les biais hommes-femmes, c'est un outil facile parce qu'on a les données. Dans tous les fichiers administratifs, en général, on a rapporté les hommes, les femmes. Et donc, on peut dire, voyez, si pour 50% de l'humanité, on a une discrimination, alors qu'est-ce qu'on peut penser des cas des personnes transgenres, par exemple, mais aussi des cas qui sont discriminés par exemple, pour leur profil socio-culturel, pour leur ethnicité, pour leur handicap, etc. Donc, c'est une façon, en fait, d'être dans l'inclusivité et de dire, ce cas-là est un cas d'école, et donc si on n'arrive pas à régler ce cas-là, on aura du mal avec tous les autres encore. Donc il faut vraiment mettre nos efforts dessus. Donc voilà, c'était un peu ma conclusion. Je vous renvoie, si vous allez sur le site de l'Institut du Cerveau, vous tapez Institut du Cerveau sur Google, qui, même s'il est biaisé, arrive quand même à trouver le site web de notre institut. Et vous verrez qu'on est en train de on a fait une conférence sur toutes ces thématiques-là, en anglais, mais avec une traduction française, et on a des scientifiques du monde entier qui ont fait un exposé sur chacune des slides de mon présentation aujourd'hui. Donc vous avez 8 heures de conférence si vous vous intéressez au sujet, qui sont à votre portée.
voilà, à votre portée de clic. Je vous remercie de votre attention. Et si vous avez une question déjà. Bonjour, merci beaucoup. J'ai une remarque, une question à propos de ce que tu disais à la fin, justement. Là, tu parlais de la fac de médecine, mais en fait, les données, elles existent dans tous les domaines actuellement. Dans le cinéma, en cuisine, enfin les chefs, partout, de toute façon, à partir du moment où tu montes finalement dans les strates hiérarchiques, ce seront toujours les hommes qui seront plus représentés et qui seront plus garants du pouvoir et de la domination sur les autres. Et il semblerait quand même que ce soit les quotas la seule façon aujourd'hui de réussir à renverser ça, un petit peu comme les problématiques de classe, puisque de toute façon, il y a un moment où il y a une inégalité dès la base, et qu'on sait par exemple que quelqu'un qui veut rentrer à Sciences Po et qui vient d'une classe socio-économique beaucoup plus défavorisée, il lui manque de toute façon une base culturelle qui fait qu'il n'est pas à égalité vis-à-vis des autres. Et pour les femmes, du coup, on a aussi ce problème-là. De toute façon, la sélection ne sera pas la même, donc il semblerait quand même que les quotas, ce soit la seule façon, transitoire si possible, mais d'arriver à quelque chose qui change. Donc après, demander gentiment que tout le monde soit d'accord, manifestement, ça ne marche pas depuis des lustres. Alors, est-ce qu'il faut continuer quand même à faire gentiment? Je dis pas qu'il faut que tout le monde soit d'accord, pardon. J'ai peut-être mal exprimé. Je dis que nous, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit qu'il faut des quotas, mais il faut que les quotas soient pas descendants. Parce que le risque des quotas descendants, c'est qu'il y a un effet backlash aussi, il y a un effet de retour. Donc, il y a des cas où quand on n'a pas d'autres outils, c'est encore le moins mauvais des outils. On est d'accord, il n'y a pas de discussion. Mais quand on peut, et en fait c'est pas si rare que ça, les situations où on peut faire ce type d'exposé, nous c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire que quand on arrive dans des universités où les gens sont parfois assez rétifs en disant oui, enfin ces histoires de biais, nous dans le domaine de la chirurgie thoracique, il n'y a pas trop ces problèmes-là, vous savez. Et en fait, quand j'ai une collègue qui est allée à la bac, elle leur a dit on a repris, il y a des études qui existent en fait, et effectivement, dans tous les domaines, les sociologues font très bien ce travail-là de quantifier ça, et on voit qu'il y a ce qu'on appelle le tuyau percé, c'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on monte dans les grades, bizarrement, les femmes disparaissent. Et quand on arrive en haut de la hiérarchie, y compris dans des métiers qui sont très féminisés, vous allez prendre par exemple dans les spécialités médicales, dans les spécialités de gynécologie qui sont plus féminisées, eh bien, il y a une surreprésentation des hommes par rapport aux femmes, alors que c'est... donc, même dans les métiers féminisés, c'est le cas. Et donc, il y a ce problème-là. Mais mon point, c'était pas de dire qu'il ne faut pas de quotas. C'était surtout de dire, même les quotas, ça ne suffit pas, parce que ça peut avoir aussi des effets contre-productifs. Et quand on essaie de les imposer, il vaut mieux essayer de les imposer dans une démarche qui soit aussi éducative, en fait, qui vise à... au moins pour les personnes de pouvoir qui sont en situation de pouvoir et de décision, de leur faire comprendre d'où on vient, pourquoi on en arrive à mettre ces quotas-là. Et ça marche pas si mal en réalité. Il y a toujours des réfractaires, mais en fait, nous on l'a fait par exemple dans notre institut, on a un conseil scientifique, et c'est le cas typique, c'est-à-dire qu'il a été constitué en 2010 par les pontes qui ont montré l'institut, qui sont des hommes, 3 hommes, et le conseil scientifique c'était 11 hommes et une femme. Donc on leur a dit, mais il y a un problème. Comment se fait-il que dans notre conseil scientifique, on ait un biais comme ça? Non, c'est pas un biais, c'est qu'on a pris les gens qui correspondaient à notre domaine, etc. Mais c'est pas possible, vous n'avez pas cherché des femmes. Si, on a essayé, mais il n'y en avait pas disponible. Et en fait, quand on a fait l'effort, on leur a dit, écoutez, on va se mettre avec vous, on va essayer d'atteindre au moins 40%, 50%, et en fait, on y arrive. Et ils ont dit, ah oui, effectivement, on peut y arriver, et ils changent leur pratique. Et là où je suis plus que d'accord avec vous, c'est qu'une fois qu'on a fait les quotas, ça change aussi l'ambiance générale. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a un conseil qui est constitué de 12 hommes, faire une remarque sur une femme, la façon dont elle est habillée, c'est OK pour les hommes qui sont en assemblée d'hommes avec qu'une seule femme dans le jury. Quand il y a moitié de femmes, moitié d'hommes, c'est beaucoup moins OK de faire ce genre de remarques-là. Et en fait, nous, on a vu avec les candidats qui arrivaient pour candidater comme chef, pour être chercheur à l'Institut, en fait, il y avait le jury qui était avant, qui était très très majoritairement masculin, faisait des réflexions qu'on a quantifiées, par exemple, sur est-ce que votre vie de famille va vous permettre de le faire? Et cette question-là, il ne la posait jamais aux hommes, il la posait toujours aux femmes. Mais alors qu'il n'y a pas de raison, soit on décide de la poser à tout le monde, et pourquoi pas, soit on considère que ça n'a rien à voir avec leur métier, qu'ils s'organisent comme ils veulent leur vie professionnelle, mais il n'y a pas de raison de créer cette situation. Et donc,
quand on a eu ce jury qui a été remis à parité, en fait, cette question-là a disparu. Les gens ont dit, non, il n'y a pas de raison de poser cette question-là, et ça se passait très bien. Il y a peut-être des hommes qui étaient toujours un peu vexés de ne pas pouvoir poser cette question-là, mais on les entendait plus. Donc voilà, c'était pas un anti-quota, c'était vraiment attention quand on les impose. Quoi. Oui, je me demande s'il n'y a pas aussi, comment est-ce qu'on pourrait faire d'essayer pour les personnes qui sont dominantes, de leur prouver qu'elles peuvent avoir un intérêt à se retrouver à égalité des personnes dominées actuellement. Parce que moi qui suis de plus en plus militante pour l'inclusion et tout ça, je me confronte très régulièrement à une réponse classique, oui mais les féministes, de toute façon vous tout ce que vous voulez c'est écraser les hommes, dominer les hommes, etc. et renverser les positions de pouvoir. Et du coup, en fait, j'ai l'impression qu'ils s'accrochent énormément à des privilèges et que du coup, la remise en question, ils préfèrent ne surtout pas se la faire parce qu'ils risquent de faire des privilèges. Et je me dis, c'est évident, il doit bien y avoir des intérêts même pour eux à intégrer de l'égalité. Est-ce que ça, c'est des choses qui ont été cherchées Alors nous, on l'a cherché, encore une fois, nous, on a une approche qui est, en plus, pour revenir aussi aux quotas, c'est que nous, on parlait des quotas aussi dans le monde, plutôt du monde universitaire, académique, médical. Quand c'est la population générale, on n'est plus exactement dans les mêmes problématiques. C'est aussi cette modération-là. Et nous, ce qu'on a vu, c'est des études qui ont été faites, par exemple, sur la productivité scientifique des équipes en fonction de leur diversité. Et c'est particulièrement vrai, alors c'est plus facile dans les métiers dits créatifs, ça a été fait dans la publicité par exemple, mais ça a été aussi fait dans le monde de la recherche, où on sait que la diversité va apporter des idées nouvelles, et en fait, le problème c'est souvent d'avoir des bonnes idées en fait, et d'avoir des idées nouvelles. Et le risque principal, c'est que on tourne en rond avec toujours les mêmes idées, et il se produit plus rien de nouveau. Et donc, y compris dans le domaine des études du business aux États-Unis, ils ont quantifié en fonction des conseils d'administration, en fonction de la diversité des conseils d'administration, l'efficacité des entreprises de leur créativité. Et ils ont montré que des conseils d'administration plus divers augmentaient la créativité. Donc ça, c'est une façon de répondre au problème, de dire, en fait, vous voyez, quand vous êtes plus divers, globalement, la boîte fonctionne mieux. En tout cas, pour ces domaines-là. La limite de ça, c'est d'une part de dire peut-être qu'il y a des domaines où ça marche bien quand tout le monde est pareil et tout le monde est hyper dans le rang. Et donc il vaut mieux un chef et tout le monde pareil. Et si ce chef peut être un homme, tant mieux. Et ça, il n'y a peut-être pas le contre-argument nécessairement pour contrecarrer toutes ces questions-là. Mais en tout cas, sur certains domaines, ça a été bien fait. Et il y a ces preuves-là empiriques. Et nous, on essaie d'être toujours très proche des preuves empiriques dans nos discours, donc on dit, voilà. En tout cas, sur ces questions-là, ça a été démontré que la diversité pouvait être un gain. Et c'est ce qu'on met en avant, nous, par exemple, dans le domaine scientifique, on dit, en fait, dans les équipes de recherche qui sont essentiellement constituées d'hommes, mais aussi d'ailleurs essentiellement constituées de femmes, et ça, c'est aussi un bon contre-argument, c'est de dire, on ne veut pas qu'il y ait les femmes qui deviennent toutes les postes de domination soient occupés par les femmes. En fait, on montre que même dans les équipes où il n'y a que des femmes, c'est pas bon pour l'équipe que des femmes, parce qu'ils perdent de la diversité, en fait. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond complètement au problème. Mais... Je ne sais pas si je peux poser une question. Est-ce que ce ne serait pas intéressant, par exemple, de regarder, parce qu'on sait que si on est dans un environnement tolérant, donc si on est tolérant nous-mêmes et que les gens sont tolérants avec nous, il y a forcément un effet sur notre bien-être, etc., sur le bien-être autour de nous. Est-ce que ça ne pourrait pas être intéressant de voir, je ne sais pas du tout comment est-ce qu'on pourrait monter l'étude, mais de voir s'il n'y a pas, dans des milieux justement où il y a de l'inclusivité, est-ce qu'il n'y aurait pas moins de colère, d'agressivité, de tristesse, d'énervement? Ça a été fait, ça a été fait. J'ai une collègue qui est intervenue dans cette conférence-là, qui travaille aux Pays-Bas, qui a fait ça, en fait, sur l'étude. La difficulté, c'est que malheureusement, c'est vrai, mais souvent les gens qui sont aussi les plus rétifs à ces approches-là sont pas très sensibles au bien-être. Et du coup, c'est pas un argument qui porte tellement, malheureusement. La maladie plutôt, suicide. Alors, ça a été fait avec des approches très économétriques, donc de dire, en fait, en termes de coûts sociaux, il y a des... Mais bon, c'est toujours, dès qu'on arrive sur des grands chiffres, les gens disent, oui, mais en fait, ça s'est noyé dans la masse, et puis moi, à mon niveau, ça n'impacte pas, donc c'est compliqué, mais c'est vrai que ça a été fait. Nous, en tout cas, on avait vu cet exemple-là aux Pays-Bas, où ils ont fait cette... Et en fait, c'est une démarche qui est justement de dire, il faut éviter, un peu pour aller dans le sens-là, il faut essayer de se dégager du côté différentialiste
on va privilégier les femmes, c'est de dire en fait il faut inclure tout le monde. Et du coup, quand on a cette démarche-là, déjà on cible plus un seul groupe, parce que la question c'est de dire oui, alors vous privilégiez les femmes, mais alors qu'est-ce que vous allez faire des transgenres? Et puis qu'est-ce que vous allez faire des femmes handicapées transgenres? Et puis enfin, en fait, on peut avoir un discours comme ça à l'infini, alors qu'en fait, si on a une démarche qui est de dire il faut être inclusif, et en fait c'est mieux, y compris pour les soit en situation de domination, parce que le jour où ils ont une faiblesse, et ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment, il vaut mieux être un peu faible, avoir un coup de mou dans un environnement inclusif qu'un coup de mou dans un environnement hyper compétitif. Bon, mais ça, c'est un discours qui est très long à faire entrer. Ça fait aussi écho dans le domaine de la recherche, mais ça vaut aussi dans d'autres domaines. Mais dans le domaine de la recherche, il y a cette tendance à la compétition extrême. Et il y a vraiment un mouvement de dire, mais en fait, ce comportement de compétition extrême, où on valorise le premier qui a fait, alors, ça valorise des valeurs entre guillemets masculines, dans lesquelles il y a beaucoup d'hommes qui ne se retrouvent pas, en fait, qui se disent mais moi je ne suis pas très à l'aise avec l'idée d'écraser l'autre, d'être celui qui va réussir à être le premier, le compétiteur, et qui va faire un truc le plus mal possible, mais le plus vite possible pour être le premier, pour avoir mon nom, le drapeau planté sur la lune. C'est pas ça qui m'intéresse. Et donc, ça demande aussi donc, du coup, de changer les modes d'évaluation. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais par exemple, dans la recherche, vous savez peut-être qu'on évalue beaucoup les chercheurs sur leur productivité scientifique, en nombre d'articles, combien ils ont publié d'articles. Dans le domaine médical, il y a des points SIGAPS qui existent pour quantifier la productivité d'un chercheur, d'un clinicien-chercheur, dans un hôpital, par exemple. Et ces points-là, ils sont attribués sur est-ce que la personne elle a produit des articles. Même si l'article il est faux, ou même s'il est mauvais, en fait, elle lui fait des points. Et donc, c'est comme ça qu'on a des professeurs de médecine à Marseille qui ont publié 80 articles dans une année, dans une seule revue, dont ils sont eux-mêmes éditeurs. Parce que ça leur fait des points. Et donc, le problème, c'est que ce système-là, en fait, il entretient des pratiques qui sont d'hyper-compétition, et qui sont en fait néfastes pour l'ensemble du système au global, parce que du coup les gens ne vont même plus faire de la bonne science, ils vont préférer faire de la junk science, comme on dit, ou de la junk food, c'est-à-dire de la science qui n'est pas très robuste, qui ne va pas aller très loin. Et en fait, une des démarches, c'est de dire, si on essaye d'être plus posé et d'avoir une démarche plus ouverte, plus inclusive, en prenant une démarche qui est parfois, qu'on appelle parfois la slow science, de dire, on y va plus lentement, on essaie de faire les choses bien, moins dans la compétition, ça peut aussi avoir cet effet d'inclusivité qui manque parfois dans les taux de débat. Mais pour dire que c'est vraiment un problème qui peut se jouer à plein de niveaux. C'est pour ça que moi j'ai parlé des données qui existent et que moi je maîtrise plutôt sur l'aspect psychologique, mais ça joue à des niveaux sociétaux, à des niveaux d'éducation. Qu'est-ce qu'il faut faire à l'école? Et ça, c'est pas un tourbillon. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Au fond, monsieur. Oui. Oui, allez-y. Ce que vous dites la question-là me faire penser à un échange que j'ai eu il y a quelques années avec une personne que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Réjeanne Sénac. Et dans un assemblée comme ça, je lui pose la question de faire remarquer que c'est drôlement bien la parité, l'inclusivité, etc., parce que ça produit des résultats. Ce que vous venez de dire, ça produit. Et c'est mesurable. Et elle me répond, et si ça ne produisait pas? Et si on n'était pas capable de montrer que ça produit quelque chose de positif, qu'en penseriez-vous? Est-ce qu'il faudrait abandonner ces idées-là? Et donc, à vous entendre dire, je me demande s'il n'y a pas un biais dans l'approche, je dis ça sans je suis avec un peu de confusion. C'est tout à fait pertinent. Nous, on a ces discussions-là, même en interne. Alors, mais ça va un peu avec le point juste avant, c'est-à-dire que parfois, pour convaincre certaines personnes, on est obligé d'apporter l'argument, parce qu'il n'y a que ça qu'ils entendent, l'argument soit économétrique, soit l'argument de productivité, parce que vous avez un chef d'équipe, directeur d'un institut qui, lui, pense que ma publication, et si je veux avoir tant de papiers dans des super journaux, il faut que je recrute les meilleurs. Et quand on dit, oui, mais en fait, les meilleurs, ça marche aussi avec des gens qui vont faire tourner la boutique, qui vont faire que tous vos personnels ne craquent pas parce que ça ne marche pas. Quelqu'un qui va être capable de prendre le temps d'expliquer aux jeunes étudiants qui arrivent ce qu'il faut faire, eh bien, ça, il faut le valoriser aussi. Donc, et ça vous fait, en fait, ça va faire que votre productivité, peut-être à très court terme, elle ne va pas en gagner beaucoup, mais à long terme, elle va y gagner. C'est des arguments qu'ils entendent, parfois, ces personnes-là. Mais ce que j'essayais de dire aussi, c'était de dire, en fait, le fond du fond, c'est que quelque part, c'est une chance qu'il n'y ait pas de différence entre les hommes et les femmes. S'il y en avait une, c'est-à-dire si il y avait un type d'humain A qui était hyper productif, un type d'humain B qui était pas productif, comment on argumenterait? Est-ce qu'il faudrait dire, est-ce qu'il faut les mettre à parité? Et ça sera un vrai débat.
Et la question, elle serait, on peut le faire parce qu'on a des raisons morales de le faire. Du coup, on sort du champ de la productivité qui est simplement tous les hommes et les femmes sont égaux, tous les humains partagent ça, et donc il y a ce devoir d'équité qu'il faut entretenir. Le problème, c'est que pour garantir l'équité, c'est trop facile souvent, et nous c'est ce qu'on a vu, de dire on va faire l'égalité, comme ça ce sera équitable. Et c'est un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire que si c'est comme si vous faites courir un 100 mètres entre les hommes et les femmes, si vous dites vous allez faire le 100 mètres, on va voir qui sont les meilleurs, ce sera équitable, on va faire courir tout le monde ensemble, à la fin vous n'aurez que des médailles d'or pour les hommes, vous n'aurez jamais de médailles d'or pour les femmes, donc on a créé des situations avec des courses de 100 mètres hommes versus femmes. Il y a plein de sports où c'est pas forcément nécessaire d'ailleurs d'avoir cette non-mixité. Donc le point, c'est que l'argument, il est pour nous, d'une part de dire il n'y a pas de différence, c'est le premier point, mais que même s'il y en avait, en fait, moralement, il n'y aurait même pas de raison de les entretenir, de toute façon. Après, ça, c'est une question de valeur, pardon, c'est pas une question scientifique. Oui, est-ce qu'il n'y a pas aussi, enfin, je ne sais pas si c'est un biais, mais d'authenticité? C'est-à-dire qu'on voit que dans vos démarches, il y a des gens qui disent non, chez moi, c'est vraiment homme-femme, c'est pareil. Vous fouillez, vous revenez, le gars est vraiment scotché. Enfin, on en connaît plein, ils le savent très bien. Ils vont faire non, surtout n'y allez pas. Enfin, parce que c'est des questions, les nominations, c'est des questions de pouvoir aussi. On connaît des gens qui s'entourent justement de gens qui ne vont pas leur faire de l'ombre. Et on n'est pas dans cette, entre guillemets, objectivité de comment faire pour choisir vraiment ceux qui sont compétents, et à ce moment-là on ne devrait plus avoir ces biais-là. Alors non, mais je suis d'accord. En fait, nous, ce qu'on a vu, en fait, c'est que quand même ces gens-là, enfin, dans le domaine, encore une fois, c'est le domaine, mais je pense que ça peut se décliner d'une certaine façon dans plein d'autres domaines. Les gens à qui on s'adresse, ils valorisent quand même la notion d'expérimentation et de preuve scientifique. C'est-à-dire que quand on leur dit il n'y a pas de problème, vous savez, et qu'ils savent qu'il y a des problèmes, ils ne veulent pas les voir, et qu'on dit on va quand même regarder, qu'on leur met les données sous les yeux, ils ont du mal à dire non mais ça n'existe pas. Ils ont du mal à se mettre des ornières complètement. Et donc on profite du fait qu'ils ont quand même ils sont obligés de dire on est des scientifiques, donc on regarde les données quand même. L'autre point, c'est que c'est plus facile de dire non quand je suis tout seul, et que dès qu'on commence à être un peu dans le collégial, c'est plus difficile de dire non, parce que simplement les autres n'ont pas les mêmes visions, et que quand vous mettez deux personnes qui pensent qu'à leur pomme, du coup, chacun neutralise la pomme de l'autre. Donc ça fait que ça a aussi cet effet de promouvoir la collégialité, ça a aussi cet effet neutralisant un peu sur mais je veux dire, il n'y a pas de miracle. Nous, c'est l'expérience qu'on fait. Quand on a été dans des assemblées, quand on a eu, par exemple, à la Sorbonne Université, on a eu des discussions, on a vu le comité pour la parité à la Sorbonne Université qui nous dit, nous, notre problème, c'est que on a des labos, on sait que le boss, il est comme ça, et on ne peut pas le changer. Oui, alors ça, malheureusement, il y a des cas, enfin, il ne faut pas essayer d'être parfait, quoi, enfin, de tout résoudre, on y va par des petits groupes, il y a peut-être des... Il faut attendre, il y a des fois, les personnes sont remplacées. Et voilà, c'est un peu ça l'espoir qui reste. Oui. On les remplace. Tout à l'heure, vous nous avez expliqué que vous montriez l'intérêt de mélanger les équipes, parce que quand il y avait que des hommes et que des femmes, c'était moins productif. Donc moi, et si donc que des femmes, c'est aussi pas plus productif que des hommes, est-ce que ça ne veut pas dire justement qu'en fait l'intérêt c'est de mélanger nos biais? Si, exactement. En fait, non, mais c'est pour ça que je disais, c'est vraiment la diversité. Mélanger les biais et de genre et d'éducation. C'est bien pour ça que je parlais de diversité. Et c'est pour ça que je disais pas justement dans une approche qui serait catégorielle homme-femme. Justement, c'est de montrer dans ces études-là qui ont été faites. Alors encore une fois, le problème c'est que c'est très facile de documenter homme-femme, la diversité homme-femme, parce qu'en gros, il y a deux valeurs qui peuvent être 1 ou 2 selon la Sécu. Et on arrive à quantifier des équipes où il y a plus de 1, plus de 2, et donc voilà, c'est très facile. Si on doit quantifier la diversité, par exemple, la diversité de trajectoire professionnelle, ça a un effet. C'est des données qui sont un petit peu moins robustes, mais qui semblent aussi aller dans le même sens, c'est-à-dire que c'est plus flou, parce que comment est-ce qu'on considère que celui-là il est plus différent de celui-là dans son parcours professionnel? Mais ça a l'air d'être quelque chose d'assez général de toute façon.
et qui peut-être même fait écho à des phénomènes très... J'ai parlé d'histoire d'évolution un tout petit peu au début. L'histoire d'évolution, c'est de créer la diversité pour pouvoir améliorer les espèces. Et il y a peut-être un peu de ça de vrai, c'est-à-dire que la diversité, elle est à tous les niveaux, et c'est que telle personne aura des biais parce qu'il vient de la campagne, et tel autre viendra de la ville, tel autre ce sera un homme, et tel autre ce sera une femme, tel autre ce sera quelqu'un qui est national français, et un autre ce sera quelqu'un qui vient du monde anglo-saxon, etc. Donc la diversité, elle est à tous les niveaux, effectivement. Donc voilà, c'est vraiment, je suis complètement d'accord avec cette idée que c'est la diversité plus que la différence homme-femme qui compte. Enfin, c'est... Oui. Oui, vous disiez que vous interveniez dans des écoles ou dans des... Non, alors moi je le fais pas. Non, pardon, je le fais pas sur ce sujet-là. On l'a pas encore fait, en tout cas, parce qu'on a, en tout cas moi j'estime à mon niveau que j'ai pas le discours qui est prêt pour les enfants. Enfin, c'est vraiment j'interviens dans les écoles plutôt sur le cerveau, qui est mon cœur de métier de base, sur introduction aux neurosciences, que le cerveau est aussi déconstruire un peu les mythes. Alors il y a une partie qui va avec le tout début que j'ai présenté, c'est-à-dire en fait votre cerveau il est super, mais il y a plein de choses qui vous échappent et puis c'est normal et voilà. Mais sur la partie des biais, des stéréotypes, pour l'instant je ne me suis pas du tout aventuré là-dessus dans les écoles. J'ai des collègues qui le font par contre. Et voilà, je sais pas si oui, non, parce que ma question c'était comment vous l'abordez, parce que justement, alors moi c'est peut-être un biais, c'est que j'ai 2 filles qui sont à l'école primaire. Et effectivement, en C20, elles ont eu une intervention sur les stéréotypes de genre, tout ça. Et la manière dont ça a été abordé, en tout cas ce que ma fille m'en a rapporté, c'est que en fait, c'est tout pour les garçons, rien pour les filles, et qu'on a essayé de prendre un peu aux garçons des choses pour redonner aux filles. Et je trouvais que l'intention était bonne, mais que la mise en pratique... c'est ça, enfin, ça c'est ce que j'explique. C'est un peu ce que j'évoquais. Comment c'était abordé, comment ça pouvait être abordé de manière très différente. Il me semble, mais là je parle de mon intuition, c'est que ce serait plutôt, justement, en cultivant la diversité, en fait, en essayant de dire, il faut être inclusif, et donc faire jouer des rôles, mais qui ne sont pas forcément le rôle du garçon ou le rôle de la fille, ça peut être le rôle de la personne qui est en fauteuil roulant, par exemple, et comment elle joue dans la cour, ça peut être les rôles d'une personne sourde, comment elle interagit. Et donc ça peut être, on peut faire jouer plein de rôles pour essayer de faire sentir la diversité, mais j'aurais donc l'intuition que c'est peut-être ça aussi. Mais voilà, c'est aussi une complexité peut-être qu'il faut doser par rapport à des enfants très jeunes, enfin je sais pas, mais là encore une fois, je pense que ce qu'il faudrait c'est des études bien conduites pour voir ce qu'il faut faire aussi, ça aiderait à éclaircir, mais je suis pas sûr qu'elles existent. J'ai une question au fond. Oui, au fond. Oui, je me pose la question de savoir si ces études-là ont été faites sur d'autres assimilations ou ethnies ou d'autres groupes de population. Est-ce qu'il y a tout autant de biais dans les... je pense aux sociétés notamment matriarcales, est-ce que du coup les femmes sont vues comme la personne qui sont les 2 petits personnages que vous avez montrés, comme la personne qui a la puissance et du coup les petits garçons se voient comme faibles? Est-ce que ça a déjà été fait? Alors, c'est compliqué. Alors, ma collègue Rawan Sharafeddine, elle l'a fait en Norvège, au Liban et en France, où il y a quand même une différence assez notable, notamment parce que en Norvège, ils sont très proactifs sur l'équité homme-femme. Avec aussi des résultats qui sont assez surprenants où en fait ils ont quand même du mal à ramener les femmes dans des métiers, par exemple dans l'informatique, ils ont du mal à ramener les femmes à faire de l'informatique alors qu'ils ont essayé beaucoup de programmes justement de promotion de l'équité et donc il y a des questions peut-être des effets de rôle, des effets aussi peut-être d'intérêt spontané, de découvertes spontanées qui ne sont pas les mêmes, de socialisation qui ne sont pas les mêmes. Donc elle l'a fait au Liban, qui est une société qui est plus patriarcale que la France. Et en fait, les effets sont exactement les mêmes. Alors, elle n'a pas, à ma connaissance, fait dans des sociétés très matriarcales, mais le problème, c'est qu'elles sont assez inexistantes, malheureusement. C'est-à-dire que c'est très compliqué de trouver des vraies sociétés où il y aurait une domination féminine. Même dans les cas qui ont été décrits, on a vu une anthropologue qui était venue. En fait, même les cas qui ont été décrits, c'est très contesté, parce qu'en réalité, il y a des situations où il y avait des transmissions, par exemple, matrilinéaires du pouvoir. Mais même ces cas-là, en fait, elles ont quand même moins de pouvoir que quand Ramsès II avait le pouvoir en Égypte. Donc c'est quand même compliqué. Mais peut-être, ça manque, sans doute. Ouais, je ne suis pas sûr qu'on aurait des choses très différentes parce que ces effets-là, il y en a beaucoup qui persistent quand même. Et je me posais la question de savoir comment on pouvait progresser à titre individuel pour débusquer nos biais, puisque... comment on peut, en tant que psychiatre, comment on peut aider nos patients ou même nous-mêmes à avoir une sirène d'alarme qui s'allume et qui dit « Oula, attention biais ».
au-delà des conférences, des émissions de radio, de nos lectures personnelles, est-ce qu'on a des espèces d'insights à un moment donné qui remontent et qui disent oups, biais, comment on peut s'installer un warning biais, voire biais, et avec derrière attention biais d'attribution, attention biais de ceci, attention biais de cela. Alors, j'ai pas la réponse. J'ai un collègue qui s'appelle Jean-Philippe Lachaud qui essaye de travailler un peu là-dessus à Lyon. Bon, déjà, lui, je sais qu'un des arguments qu'il évoque, c'est de dire il y a quand même souvent un gut feeling, comme disent les anglo-saxons. Si on est attentif à nos réactions, en fait, on peut déceler qu'on a des réactions qui vont être il y a un petit truc qui ne va pas. Et souvent, c'est par facilité qu'on dit bon, allez, je réglerai ça plus tard ou parce qu'on est pressé. Et donc lui, il dit, un des arguments, c'est de dire il faut prendre le temps déjà s'arrêter en fait simplement dans l'action, dire tiens, je fais une pause, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Mais ça vaut dans le moment là, je suis en train de parler, qu'est-ce que je suis en train de leur dire là? Qu'est-ce que je suis en train de faire à venir dans cette conférence là aujourd'hui et qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Donc ça peut prendre toutes les échelles de temps. Et donc, mais ça, c'est des choses qui sont même partagées avec par exemple des traditions millénaires de méditation, de choses comme ça. Donc c'est pas très original finalement. Après, il y a des programmes qui ont été faits, mais plutôt à destination des patients, notamment dans des programmes type TCC, de psychothérapie, de rêve aussi, ou parfois dans des accompagnements même qui sont du soutien psychologique, avec des petits exercices d'entraînement. Il y a un collègue qui a une approche qui est de dire on va créer plein de situations, que les gens ils fassent l'expérience de ces situations, un peu comme l'expérience de la petite carte là, tout à l'heure avec les voyelles et les paires. Et on va entraîner les gens sur ces situations-là, comme ça dans la vraie vie, quand ils vont trouver des situations analogues, ça va leur dire ah, c'est vrai que j'ai déjà rencontré cette situation-là. Ça marche un peu, mais le problème, c'est difficile à transférer. C'est-à-dire que ce qu'ils ont montré, c'est que par exemple, il arrivait à entraîner en mathématiques, et donc il arrivait à éviter certains pièges dans les mathématiques. Et ensuite, quand on changeait complètement de situation et qu'on le faisait dans une situation où il fallait autoriser quelqu'un à passer à un endroit, il n'arrivait pas à faire la correspondance. Et peut-être qu'il faut le faire avec des approches un peu plus, qui vont être plus construites sur un mode. On établit une compétence, par exemple sur le biais d'attribution. On essaie de l'identifier sur une série de domaines. Puis après, on va le faire sur une autre série de domaines. Puis une troisième série de domaines, et après les gens vont petit à petit, on va leur apprendre à transférer un peu sur le modèle de si vous apprenez un instrument, si vous apprenez à jouer un instrument, en fait ce qu'on va montrer c'est que vous pouvez progresser très bien dans l'instrument et après vous pouvez beaucoup plus transférer un deuxième instrument, il vous faut reprendre un peu les bases, mais vous allez très vite transposer en fait. Et donc il y a une idée que peut-être il faudrait faire ce genre de méthode là, mais c'est pas encore prouvé. Donc après, dans le quotidien, moi je suis pas un guide de conscience, hein, je veux dire, après chacun fait comme il peut. Mais je pense que la première démarche, c'est déjà de vouloir. En général, quand on veut, ça aide quand même déjà. Vous avez peut-être plus d'expérience que moi encore. Mais c'est les aspects visuels aussi qui me font dire ça. C'est que j'ai beau m'entraîner, le savoir, connaître à l'avance le piège, me dire attention, il va y avoir forcément un truc dans l'image, je ne le vois pas. C'est vrai. Mais moi aussi, je peux savoir. Donc je me dis ça doit être sensible à l'entraînement. Oui, non, mais il y a des. Enfin, après, sur des compétences. Donc, l'intérêt de ces illusions-là, c'est qu'elles sont très. Ce qu'on appelle encapsulées. C'est-à-dire que c'est vraiment le système visuel. Et en fait, vous avez tout ce que vous avez beau savoir sur les couleurs, sur la théorie des couleurs ou sur la physique de la lumière, ça vous aide pas du tout à chaque fois que vous avez cette illusion-là. Parce que c'est vraiment un intérêt du système visuel. Fort heureusement, d'une certaine façon, quand on prend une décision, par exemple, recruter un homme ou une femme pour venir dans son équipe, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte et on n'est pas tributaire d'un seul système neurophysiologique comme la voix visuelle. Donc, ça laisse plus de place à justement des inputs variés, de la mémoire, des affects, tout ça. Donc, voilà. Mais ouais, non, mais je suis d'accord que sur ces phénomènes-là, je ne crois pas qu'on puisse vraiment s'entraîner à voir le gris. On peut faire des stratégies perceptives, de se mettre dans des états de conscience un peu modifiés, parfois pour arriver à faire ce genre de tâches-là, et pas être sensible à ces illusions-là, mais c'est quand même compliqué. Il y avait une autre question, pas derrière. Oui, pour revenir aux stéréotypes, aux enfants, etc. Je voulais savoir, est-ce qu'on sait à peu près à quelle rapidité un biais peut
venir s'incruster dans la tête des enfants. Ah, à l'âge, enfin, par rapport en fonction de l'âge, j'imagine qu'il y a une différence s'ils sont plus jeunes ou plus âgés. À titre d'exemple, j'essaie de faire très attention avec mon tout petit. Et lorsqu'il a eu 2 ans, il m'a montré un gros camion, il était très content. Et il m'a dit, c'est un monsieur qui conduit, alors que je fais très attention à ce genre de choses. Pas de crèche, pas de collectivité, donc je me suis dit que d'influence, a priori, du tout. Lorsque j'ai mis l'hypothèse que ça pouvait être une femme, je me suis dit non, et là, je me suis dit, mais mince, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça... Comment, à quelle rapidité il a pu choper ce truc-là? Ouais, donc Ramon Charafeli qui a fait cette étude-là chez des enfants à 3 ans, en fait, elle a testé des enfants un peu plus jeunes aussi. Et en fait, ça existe déjà, même, ça commence déjà, alors c'est pas encore très stabilisé, dans ce contexte d'expérience très spécifique. Hein. Mais oui, en fait, elle s'intéresse à la psychologie sociale de l'enfant et du développement. Et en fait, c'est vrai que ça se met en place très vite. Et en fait, malheureusement ou heureusement, c'est que le cerveau des enfants est très apte à repérer des régularités statistiques, même avec très peu d'informations. Ce qui fait, d'ailleurs, c'est ce qui permet l'explosion du langage, parce que quand on documente ce qu'un enfant entend, c'est bien inférieur à ce qu'il est capable de produire, et assez tôt en fait. Et en fait, les enfants apprennent à acquérir des règles syntactiques complexes très très tôt, avec très peu d'exemplaires. Ils arrivent à généraliser une règle syntactique, et malheureusement, dans le domaine social, avec très peu d'exemplaires, ils vont généraliser des règles de... et ça arrive dès le plus jeune, au plus jeunes âges. Ils vont repérer des anomalies statistiques. J'ai un collègue qui a déménagé à Paris du quartier de la Place d'Italie, qui est un quartier qui est très hétéroclite, au quartier de la Butte-aux-Cailles, qui est un quartier qu'on appelait Bobo. Et quand il a amené ses enfants à l'école, je lui ai dit, mais où est-ce qu'ils ont mis tous les noirs? Parce que la première chose qu'il a frappé, alors que lui, bon, il parlait jamais qu'il y avait des noirs et des blancs, enfin son enfant, il n'avait jamais évoqué particulièrement les couleurs de peau, etc. Son enfant est blanc, lui est blanc aussi. Et en fait, lui, ça ne l'avait pas choqué parce que, en fait, il avait oublié ça. Mais son enfant, la première chose qu'il a remarqué, c'est qu'il n'y avait plus de noirs dans son école. Et il y en avait très peu par rapport à son école d'avant. Et donc, ils sont très aptes, malheureusement, on peut dire dans ce cas-là, mais c'est aussi la force de leur cerveau, très jeune, c'est de capter ces régularités statistiques. Ce qui veut dire qu'ils sont condamnés ou prisonniers de ces règles. Et après, ils sont malléables, ils sont plastiques, mais il ne faut pas s'offusquer, je pense, du fait que ça arrive. C'est plutôt un signe que le cerveau marche bien. Mais voilà. Encore en paix. Après, il faut continuer derrière. La génération d'après, peut-être. On a peut-être une Barbie. Non, mais c'est la question du jeune homme, c'est naturel. Ils sont très, je sais pas, ils ont sûrement vu, et effectivement, je pense que si... Il y a un chercheur qui s'est amusé à faire ça, mais qui avait fait intégralement dans sa maison, qui avait enregistré tous les enregistrements, tous les échanges vocaux qu'il y a eu avec son enfant. Il a enregistré, je crois, 216 000 heures d'audio. Il a transcrit sur ordinateur pour voir tous les mots qui étaient prononcés à son enfant, pour voir justement qu'est-ce qu'il y avait comme biais. Et donc il avait des micros dans toute sa maison, 24 heures sur 24. Et en fait, il a pu démontrer que l'enfant, il avait pu entendre un seul mot dans un contexte particulier et le ressortir un mois plus tard, alors que personne ne l'avait jamais reprononcé entre les deux, et il l'utilisait dans un bon contexte. Donc ils sont capables d'apprendre avec un seul exemplaire. Donc ils peuvent donc peut-être désapprendre avec deux. Ouais, bon, je vais essayer peut-être une dernière question, mais parce que je connais ce problème-là, parce que je passe des nuits très très tardives à discuter avec mon frère, et puis voilà, et en fait c'est sans fin. Donc, comme ça fait 42 ans que je le fréquente, je sais que ça ne marche pas. Enfin, statistiquement, en tout cas, j'ai appris que ça ne marchait pas. Ouais. Donc, je te laisse poser une dernière question, Adèle. Oui, on parlait des biais et de l'attitude en fait qu'on a de l'ego, de notre sens critique. Mais est-ce qu'il y a une incidence sur notre patrimoine génétique et sur notre caractère, notre patrimoine de ce qu'on, ce qu'on a de notre patrimoine dans notre caractère et ce qu'on est profondément. Est-ce qu'il y a une conséquence là-dessus? Une conséquence d'avoir des biais sur... Oui. Alors, à ma connaissance, je ne crois pas que c'était jamais montré que une expérience de vie, le fait d'avoir été, par exemple, d'avoir vécu dans un milieu très biaisé va faire que ensuite les enfants qui vont être engendrés vont être plus ou moins biaisés. Mais le mécanisme qui aurait de ça n'est pas clair. Enfin, je ne vois pas comment on pourrait imaginer ça. Donc,
Enfin, mais voilà, jusqu'à preuve du contraire. Bon, c'est une bonne façon de conclure. Merci Karim, merci à tous pour votre attention et pour vos questions. De toute façon, j'espère qu'on aura l'occasion de reproduire l'expérience. Et dans ces cas-là, on fonctionnera exactement de la même façon en circulant par vos mails. Voilà. Je vous laisse rentrer chez vous. Je ne sais pas si... Merci à tous.